Et bonjour tout le monde. Alors avant de laisser place à l'épisode d'aujourd'hui, sachez qu'une faille spatio-temporelle a provoqué une distorsion qui a complètement modifié la qualité sonore de ce podcast. Et en fait non, c'est du bullshit. On a tout simplement eu un gros souci technique. C'est OBS qui a changé la source du micro. Et au lieu d'enregistrer les micros ou la table de mixage, ça a enregistré le son de la webcam. Et ouais, c'est pourri. Donc voilà, on a un épisode Jean des tout premiers, ça nous ramène 3 ans en arrière. Et écoutez, ça tombe bien puisqu'on parle de voyage dans le temps dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Samouraï PizzaCast numéro 24. 24. Donc une spéciale KFR souterrain, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a gardé celle-là. Okay. C'est celle-ci, c'est pas la meilleure, mais bon, on va la garder. Je sais pas si on on va parler de... On va parler de voyage dans le temps. Et plus précisément... des différentes théories qu'il y a, des œuvres qui nous ont marqué, de ce qu'on aime bien dans ces œuvres-là, pourquoi plutôt celle-ci plutôt que d'autres, enfin voilà. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va parler. Ouais, dans la pop culture en gros, hein, parce que... Oui, ça. Principalement... Ouais. Moi, pour ma part, ça va plus être du cinéma, mais après, si vous avez du jeu vidéo, j'imagine qu'il y en aura. C'est un sujet mais qui est méga vaste. Et effectivement, le cinéma, c'est sans doute le secteur, et les séries donc, qui se sont le plus emparés. Oui. Après, je trouve que le tri est vite fait. Hein. Oui. Enfin, il y a plein. Qui commence déjà avec... Moi, je vais vous fâcher les gens, si vous aimez ce sujet. C'est quand même un truc à stimuler l'imaginaire depuis très très longtemps. Moi, pour lancer le sujet, moi je comptais déjà présenter les 3 grandes théories qu'on retrouve le plus souvent. Et vous me dites si déjà, juste comme ça, là, en état des lieux, vous êtes d'accord ou si on aura d'autres qui vont venir. Est-ce qu'avant, on répond pas à la plus grande question que les gens se posent, qui est comment ça va tout le monde? Ah d'accord, je crois qu'on avait répondu en préparation, mais oui, on va y aller, je pense, plus ou moins. Ça va bien. Ça va. Il n'y a plus de problème de voisins. Ça a été réglé en partie. Ouais, ça pourrait être raconté. Voilà. Si vous voulez des tarifs, ça sera dans les tarifs de sushi, si vous voulez. Ah, mais non, carrément. Il y aura la suite du coup du sushi de l'épisode 23. Voilà, là, vous aurez. Voilà, est-ce que c'est une conclusion? Ou est-ce que c'est une... Je sais pas. Je pense que c'est un nouvel épisode. Je pense pas que ce soit une conclusion. Vu le personnage qui est en face et vu l'autre personnage qui est en face. Alors, est-ce que c'est New Hope? Est-ce que c'est... pas de spoiler. Ouais, on y reviendra, pas de soucis. J'irai le contre-attaque. Le retour du rôle. Écoutez... The Poulpe, un petit peu de manque de sommeil. Oui, comme d'hab, même en vacances, j'arrive à manquer de sommeil, donc c'est quand même dingue. Mais sinon, ça va, je suis en vacances, donc ça va. On va pas se plaindre. Non, voilà. C'est le prof qui travaille 3 mois par an et... Et je compte même pas la sécurité de l'emploi. En plus. Et le salaire en plus qui va être valorisé. Qu'est-ce que vous demandez? Sérieusement, qu'est-ce que vous demandez avec votre casserole là? Et moi, on s'en bat les couilles, moi, ça va. On sent que je vais te poser la question. Je te pose la question moi-même, c'est bien l'habitude. Ça va? Ça va. Juste, on va peut-être préciser, pour les gens qui nous écouteraient dans la version audio, que ce soir, on fait ça en direct. Ouais. Qu'il y aura, ce sera peut-être un montage un peu différent que celui qu'on fait d'habitude. Donc ça, on verra une fois le format final. On va essayer de pas réagir en direct aux commentaires de ceux qui nous regardent dans le chat, mais... À part si quelqu'un envoie genre des bits. Ouais, parce qu'on n'a pas de modérateur quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, j'ai caché l'écran pour rien voir. Donc, on te laisse gérer le chat. T'as même pas une petite alarme qui dit quelqu'un a dépensé des sous? Normalement, j'en ai une, mais ouais, pas sur... comme en fait, j'ai 2 PC sur lesquels je stream. Sur celui-ci, je peux pas tout paramétrer. Sur celui-ci, je l'ai pas. Bon, gardez-vous le soir, déjà. Ça servira à rien. Ils peuvent le faire, parce qu'on va quand même, entre 2 rubriques, on l'a dit tout à l'heure un peu en off, prendre 10 minutes, un quart d'heure pour regarder un peu les commentaires, les réactions. On verra du coup les notifs s'il y a eu des abonnements ou des choses comme ça. Et on vous remerciera bien évidemment si on a eu. Ça sera du remerciement différent. Voilà, mais voilà, et sachez que pour le prochain épisode, pour ceux qui écoutent ça là en replay audio et qui disent c'est con, putain, j'aurais bien aimé être là, sachez que pour le prochain épisode, donc fin mai, ce sera la même, donc un nouvel épisode en direct sur YouTube et Twitch, on diffuse sur les 2 plateformes en même temps.
si on se rend compte que le fait de voir nos visages a découragé les gens d'écouter le podcast. À ce moment-là, bon bah. Après, normalement, il y en a qui nous connaissent nos gueules, normalement, avec les Twitch, avec les streams qu'on fait sur Twitch et tout ça. Bon. Donc, tu voulais nous parler de théorie. Alors, qu'est-ce que tu entends par théorie? Ouais, j'entends. Alors, déjà, j'ai envie de dire, dans j'entends, il y a forcément que des théories pour l'instant. Il y a pas vraiment de choses. Moi, j'entends, là, maintenant. Ouais. Dans ton temps. Vers le futur. Oui, voilà. Souvent, pas souvent. Pour voir ça n'existe pas. Oui. Voilà, on fait des grandes phrases. Ou dans l'ISS, voilà, par définition, ils sont un peu moins assujettis à la gravité, donc ils voyagent un peu dans le temps eux aussi. Ils sont un peu en retard par rapport à nous. On pourra en reparler avec les jumeaux de la NASA. On pourra en reparler avec les jumeaux de la NASA, bien sûr. Alors, les 3 grandes théories de voyage dans le temps, et en tout cas celles qui sont principalement exploitées au cinéma et dans les œuvres en général. La première, déjà, c'est la chronologie fixe. Donc, c'est en fait peu importe les actions des personnages, ils peuvent pas changer le destin. Au mieux, ils peuvent un peu retarder l'échéance, mais c'est tout. Alors, exemple typique, Terminator ou l'armée des 12 singes, par exemple. Ou le premier du genre, on va dire, enfin, le premier plus célèbre, la machine à remonter le temps. Oui, aussi, par exemple. Enfin, à explorer le temps. Deuxième concept très utilisé, c'est le multivers. Donc c'est le moins bien de tous. Ouais, qui est le moins bien, je pense aussi. Ouais, c'est le moins intéressant. Qui est en fait le fait de changer un événement du passé. En fait, c'est ça, c'est créer un nouvel univers en fait. Mais ça modifie pas la réalité d'où la personne vient. Donc exemple typique. Une nouvelle route, mais l'autre existe toujours. C'est ça. Donc exemple typique, Trunks dans Dragon Ball, quand il vient soigner Goku, enfin il vient sauver Goku pour pas qu'il meure, quand il retourne dans son futur. Son futur n'a pas changé, mais ça crée un nouveau futur où Goku survit. Ou les Marvel aussi, voilà, les multivers et tout ça. Et enfin, il y a la troisième, la timeline dynamique, là où en fait les répercussions du passé ont des conséquences au futur, sans créer d'univers, justement. Donc, exemple typique, les visiteurs. C'est pas le meilleur, mais voilà. Ça va bien, hein. Après, il y a retour. Je savais que vous en parlerez pas, c'est pour ça que je l'ai dit. Non, voilà. Et après, il y a un petit morceau connu quelque part. Il en fallait un. Il retourne le futur, c'est peut-être aussi le plus connu, et l'effet papillon. Voilà. Grosso merdo pour les exemples. Donc, déjà, comme ça, là, en simple état des lieux, vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'il y aura d'autres théories qui vont arriver? Ce qui est intéressant, et vous avez parlé un petit peu avec les petites recherches sur les théories scientifiques qui soutiennent ça, elles existent. Pour le coup, par exemple, Stephen Hawking, pour lui, c'est pas possible d'avoir des visiteurs qui viennent du futur, parce qu'il n'y a pas de tourisme, enfin, il n'y a pas de gens qui viennent nous voir. Donc du coup, ça a été un petit peu pas contredit, mais du coup ça correspondrait plutôt à la théorie du multivers. Un mec qui s'appelle Paul Davies, qui lui, dans une œuvre qui s'appelle Comment construire une machine à explorer le temps, qui du coup définit un peu comment on pourrait expliquer le multivers en fait, mais qu'on ne pourrait pas revenir à un état antérieur de la machine. Et effectivement, les exemples où le dernier exemple, c'est un peu plus compliqué à trouver en théorie. Alors, pour revenir sur Stephen Hawking, lui, en fait, parce que j'ai noté le truc qu'il a dit. Il a dit, lui, il parle de conjecture, pardon. Vous savez tout ce que c'est qu'une conjecture, ou je vais définir ce que c'est qu'une conjecture? Pour monsieur. Alors, pour monsieur, une conjecture, c'est une théorie qu'on ne peut pas tester ou démontrer, mais qu'on pense fortement être vraie. Comme les trous noirs, par exemple. Voilà, donc lui, il conjecte qu'il y a une protection chronologique, un truc qui fait une loi physique qui empêche de modifier le cours du temps. Un peu comme les lois thermodynamiques. Exactement. La loi pour lui, c'est ancré, c'est écrit. Il y a un truc, tu veux changer le temps? Non, ça se passera pas comme ça. C'est déterminé. Et tu te retrouves dans des situations à destination finale si jamais tu le changes. Tu te retrouves avec des trucs du genre, l'univers, il va te rattraper. Voilà. Ça, c'est la vision de Stephen Hawking. Que je partage pas, s'il vous plaît. Je suis en désaccord avec J'ai point par point démonté sa théorie. Non, juste, je vais lui mettre quelques petits trucs sur Twitter, parce que je vais dire, écoute, ah non, il est mort, c'est pas. Il est mort, j'ai raté ça, j'aurais pu lui dire, écoute, je suis pas tout à fait d'accord.
Ouais, et sinon, ce que tu disais, le côté, il n'y a pas de voyageurs du temps, enfin, s'il y avait des voyageurs du temps, on en aurait déjà vu, c'est un petit peu l'équivalent du paradoxe de Fermi, mais pour lui, c'est le paradoxe Fermi sur les extraterrestres, et là, c'est pour le voyage dans le temps. Et un auteur de SF, on aime bien tout ceci, qui a trouvé une très bonne réponse dans la floraison du paradoxe de Fermi. Donc, comme quoi, il y a des idées à venir. C'est Chine. Ouais, lui aussi Chine. Je sais pas comment on le prononce, mais à chaque fois je prononce très mal, je suis sûr. Ouais, voilà, du coup, il y a aussi, pour compléter cette question un peu scientifique, il y a le voyage dans le passé. Effectivement, si on veut voyager dans le passé, ça veut dire qu'on fracasse le principe de causalité. Alors justement, c'est ce que je pensais, éventuellement, on peut utiliser nos trois définitions là comme un prisme pour voir justement les œuvres qui nous ont marquées et voir comment elles s'arrangent avec ça et comment elles font justement pour pas casser ces... Ou quelle solution elles ont trouvé ou pas. Voilà, dans quel registre elles s'inscrivent et qu'est-ce que ça provoque comme problème ou comme qu'est-ce qui va émerger comme solution. Ouais, très bien. Ok. Qui veut commencer? Je peux commencer moi. Allez. Ce qui est intéressant dans celle-ci, alors je vais commencer. Le film en question, c'est Premier Contact de Denis Villeneuve, qui est sorti en 2016. Ouais, c'est super film. Parce qu'à la base, le sujet, c'est les machines à voyager. Ouais, mais justement, dans le truc, dans le film, que j'ai revu il y a pas très longtemps d'ailleurs, où les aliens te parlent, en fait, quand ils parlent à comment elle s'appelle déjà, à Amy Adams, voilà. Spoiler massif déjà, hein. On va spoiler tout le long en tous les cas. Faut pas regarder un truc sur les voyages dans le temps si vous voulez pas te spoiler. Ouais, dans tous les films. C'est vrai que le fait de dire que le Premier Contact c'est un film avec du voyage dans le temps, c'est un spoiler parce que ça arrive genre assez tard. Oui, mais ça arrive super tard. Ce soir, c'est la fin. Ce soir, je pense que c'est spoiler à volonté. Là, d'accord. Mais du coup, elle va peut-être prévenir. Elle va peut-être prévenir un petit peu. Alors donc pour le contact, désolé, c'est vrai qu'ils l'ont pas vu, c'est dommage. Mais donc voilà, il y a du voyage dans le temps dans l'histoire. Et en fait justement, même si c'est du langage concrètement, pour les extraterrestres, c'est quelque chose ils considèrent ça comme une technologie parce qu'au début ils disent et elle traduit le mot de la bonne manière, c'est on veut vous offrir une arme. Enfin au début ils savent pas trop une arme et après elle comprend que c'est une arme. Pour rappeler le truc, en fait, c'est une personne qui étudie les langages et à qui on demande de traduire des écrits qu'on comprend pas parce que c'est de faire l'interprète en fait. Ouais, c'est ça. Ils envoyer la Terre mais d'une manière plus ou moins pacifique. Ouais, l'histoire c'est qu'il y a une douzaine de vaisseaux extraterrestres qui se posent sur Terre, on sait pas ce qu'ils veulent, s'ils sont agressifs ou pas. Et effectivement, tous les pays du monde, mais on zoome sur elle en fait, sur Louise Banks, qui du coup une linguiste, une experte en linguistique, et qui va devoir, comme tu dis, communiquer et en fait comprendre le langage de ces extraterrestres. On comprend dans le film plus tard qu'en fait le langage qu'ils parlent leur permet en fait de voyager dans le temps. Et en fait c'est vraiment la fin du film, hein, on vous a prévenu. Mais le concept de voyage dans le temps dans le film justement, c'est que en fait le temps est perçu de manière linéaire et où tout est déjà déterminé. Mais dans le cas d'un individu peut voyager mentalement à différents moments de sa vie, passé ou présent. Voilà, c'est vraiment une sorte de téléportation mentale. On peut pas vraiment avoir d'incidence sur la chose parce qu'on garde la conscience de ce qui se passe plus tard, mais on peut pas avoir d'influence dessus. Ça me fait penser à une théorie justement qu'on pourra reparler. Donc, à propos du voyage de passé, tu as parlé justement de déterminisme. Ouais. Un seul état donc est possible, mais le présent vécu dans le passé donc, implique lui de nombreux états possibles jusqu'à ce que les actions inévitables provoquent l'effondrement d'un seul état. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire en fait, même en place, d'où destination finale, mais là du coup ça fonctionne très bien aussi, fait que même s'il y a des changements qui vont avoir lieu dans le passé, la finalité va rester la même. C'est-à-dire que le passé va être déterministe, il va concourir à avoir le même état qu'avant le voyage même. C'est ça. Ce qui fait que tu peux circuler dans le temps sans que ça ait une incidence. Après, dans ce concept-là, le voyage dans le temps est au final assez limité, puisqu'il se limite à la seule vie d'un individu. Tu peux pas aller au-delà de ta vie ou de ta mort, en fait. C'est vraiment sur ta vie, voilà, ta propre timeline. Et
c'est un mécanisme qu'on retrouve dans plusieurs autres œuvres de manière un peu détournée, ce côté où t'es limité à un moment donné, et c'est assez intéressant. Et là, c'est une utilisation brillante. Moi, je sais que ça m'a mis une putain de claque à ce moment-là du film. Non, et c'est en fait un putain de film de cinéma. Après, le risque, selon moi, mais ça c'est plus, on va dire, philosophique, c'est que avec un tel concept, si c'était faisable, enfin voilà, si ça existait, pour moi le risque c'est que tu vis plus le moment présent, sans mauvais jeu de mots, parce que tu vas peut-être te focaliser sur des moments heureux de ta vie, ou enfin voilà. Et du coup le film explore bien cette dimension-là en fait. Ouais. Où du coup Louise Banks, elle va souvent revoir sa fille qui est décédée, et où en fait on voit que au moment où elle comprend ce qui se passe un peu, qu'elle comprend qu'elle a une fille, qu'elle aura une fille plus tard qui va mourir d'une maladie rare, elle fait rien pour empêcher ça. Elle sait que sa fille va mourir, mais entre guillemets, c'est un peu la finalité du truc, la morale, c'est que les 10 années d'amour qu'elle va vivre avec sa fille, ça vaut le coup. Ça va flinguer son mariage, elle sera triste, mais voilà, elle va quand même tenter l'aventure. Tout en sachant en fait ce qui va se passer. C'est ça. Mais voilà, c'est vraiment un beau film, même si on vient de totalement vous niquer et vous l'avez pas vu. Non, franchement, il faut le voir même en sachant ça en fait. Oui. Après, le seul souci pour moi, c'est après, dans tous les cas, il y a toujours des paradoxes. Dès qu'on parle de voyage dans le temps, enfin, moi je trouve pas une théorie, il n'y a pas de paradoxe, et dans celle-ci. Moi j'ai un exemple après. Si tu veux, on pourra débattre sur ça. Mais pour ce film-là, le paradoxe, vraiment pour moi, c'est que, alors je sais pas si vous vous souvenez du film, à un moment donné, la situation se tend vraiment, c'est-à-dire que, tout normalement au début du film, tous les pays communiquent plus ou moins pour dire où ils en sont, voilà, comment ils avancent dans la traduction de la langue extraterrestre, et au bout d'un moment, t'as les Chinois, les Russes, je sais plus qui coupent toutes les coms. Et en fait on sait plus ce qui se passe, et on sait que les Chinois ils vont attaquer, ils vont lancer une offensive, et ça appartient à une guerre intergalactique quoi s'ils font ça. En tout cas c'est le gros risque, et c'est à un moment donné où Louise commence à comprendre la langue et à essayer, elle a compris qu'elle peut voyager et tout ça dans le temps, et à un moment donné elle pique le téléphone US Amérique pour les communications avec les présidents et tout ça. Elle arrive à choper en fait le numéro du général, et en fait d'un coup elle se téléporte mentalement un an après, où elle rencontre le fameux général, et il lui dit je vous remercie, vous avez fait un truc super, vous m'avez fait changer d'avis, j'oublierai jamais ce que vous m'avez dit. Et en fait à ce moment-là elle sait pas ce qu'il va lui dire. Et du coup lui, donc un an après, il lui dit à l'oreille ce qu'elle lui a dit un an avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça, c'est hyper paradoxal. C'est le bootstrap paradoxe, qui est l'un des 2 plus grands paradoxes temporels, qu'on appelle aussi en français le paradoxe de l'écrivain, qui est en gros, si jamais, ne serait-ce que, voilà, on te donne les plans, là aujourd'hui tu trouves les plans d'une machine à voyager dans le temps qui t'a été envoyée par toi dans le futur, d'où viennent les plans? Oui. C'est l'un des plus gros, enfin voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est pas ouf. Ça nique un peu le concept. Moi, ça me sort pas du film, ça me cache pas, mais déjà, c'est dommage. C'est une info qu'elle a eu là après. Enfin voilà, c'est un petit paradoxe qui me dérange, mais bon, après c'est pas non plus la folie. Il y a bien pire dans d'autres films. Et on pourra y revenir avec les films et autres objets culturels que vous avez choisis. Alors moi justement, j'ai un film qui pour moi est parfait. C'est un film de voyage dans le temps qui fonctionne parfaitement. Ouais. Si ça vous intéresse. Vas-y. Qui est L'Armée des 12 singes. Ah bah voilà. Alors l'un des trucs que je préfère dans L'Armée des 12 singes, c'est comment il sème la confusion et il nous fait croire tout le long qu'il va grossièrement tomber dans un des plus gros paradoxe temporel, qui est le paradoxe du grand-père, et finalement s'en sort avec brio. Donc là, attention, pareil, méga spoiler. Et si tu nous parlais un petit peu quand même vite fait de l'Armée des 12 singes, quand même. Alors l'Armée des 12 singes, c'est 95 à... Ouais, un truc comme ça, 94, 95. Un film avec Bruce Willis, Brad Pitt. Donc voilà, il y a Bruce Willis qui vient d'en passer parce qu'il y a eu une épidémie. Il y avait un truc qui a décimé une grosse partie de la population, qui est obligée de se cacher sous terre. Petit inspiré du moyen-métrage de Chris Marker de La Jetée de 1962. Ouais, et alors j'ai vu les deux et... Wow. Ok, d'accord. Voilà. Pourtant c'est un grand film, enfin c'est un...
un monument de l'histoire du cinéma, la jetée. Pareil. Et sachant que la jetée, techniquement, c'est pas un film. Ouais. Parce que les images, elles bougent pas. Voilà. Donc, par exemple, si jamais ils voulaient avoir une subvention du CNC, bah, ils pourraient pas. Alors, ouais, donc voilà, c'est Bruce Willis, qui s'appelle Cole quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. Il va dans le passé parce qu'il y a eu une épidémie et, enfin, il y a un truc qui a décimé une grande partie de la population qui est obligée de vivre sous terre. Et ils sont tous pleins de boursouflures, ils sont tous dégueulasses. Ils ont créé une sorte de machine un petit peu, pour moi, c'est le meilleur film de Terry Gilliam. Oui. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est presque le seul bon film de Terry Gilliam. Ben, bon. Quand même. Allez, je mettrai Brésil, mais c'est tout. De base, je suis pas fan de la réal de Terry Gilliam, avec des gros zooms et tout, mais dans la des 12-5, ça marche trop bien. En plus, je pense à d'autres films, enfin pas forcément, mais dans ce film-là, ça marche beaucoup, quoi. Ouais. Donc ouais, donc il a envoyé dans le passé parce qu'il y a eu ce problème-là, et donc tout le long du film, on se dit mais forcément il peut pas. Alors il va rencontrer ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Le paradoxe du grand-père, c'est quoi? C'est tu vas dans le passé pour tuer ton grand-père, donc tu n'es jamais né, donc tu n'es pas retourné dans le passé pour tuer ton grand-père. Donc personne n'a tué ton grand-père, donc tu es né, et t'entres dans une boucle comme ça qui est infernale, enfin qui est... Petite précision pour nos auditeurs et auditrices, du coup ils peuvent envoyer Cole justement parce qu'il a vécu un traumatisme émotionnel en lien fort avec l'époque où l'épidémie... Et c'est peut-être le seul lien avec la jetée. Ouais. Et donc voilà, et pendant tout le film on se dit qu'il va y avoir ça. Il y a même à un moment donné, on a l'impression qu'il y a le paradoxe de l'écrivain, parce que on a l'impression que c'est Cole qui donne l'idée à Brad Pitt, je sais plus comment il s'appelle, de faire une action terroriste qui va libérer un virus sur l'humanité. Et en fait, spoiler, encore une fois, à la fin, on apprend qu'en fait, non, Cole, il est pas là pour empêcher la diffusion du virus, il est là pour récolter des informations afin de, dans le futur, créer un antidote, un vaccin, un truc qui va permettre aux humains de reprendre le contrôle de la surface et de revenir. Et donc, ouais, ça marche. Oui, ça marche très bien. Ça marche. Et du coup, je me permets de faire une petite parenthèse sur le paradoxe du grand-père, parce qu'en fait, il y a, donc, en gros, si tu vas dans le passé pour changer le temps, il y a 3 solutions. Soit tu n'y arrives pas. Enfin, tu veux changer un truc, par exemple, je sais pas, t'as vu un pote qui se fait tuer, il se fait écraser par un bus, et tu te dis, tu vas essayer d'empêcher le pote. Pareil, si jamais ton pote, il se fait pas écraser par un bus, tu retournes pas dans le passé pour empêcher de se faire écraser par un bus, donc il se fait écraser par le bus. Il y a que si ça marche pas, tu le sauves pas, là, oui, effectivement, tu peux ne pas avoir de paradoxe en retournant dans le passé. Si tu vas pour pas dans le passé, mais non pas pour modifier pour des choses, mais pour recueillir des informations, ce qu'a fait Cole, là ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et j'avais un 3e exemple de quand ça marche, mais j'ai écrit beaucoup trop de mots. Le paragraphe est gros, hein, vous voyez pas, mais... Ouais. T'as pas mis de gras sur le texte. Non, j'ai mis du gras, mais c'est du gras de pizza. Ouais. Qu'est-ce que c'était mon truc? En fait, le truc, c'est que là, je viens de dire les 2 gros paragraphes que j'ai. Ouais. Je l'ai pas. Donc, ça doit être dans une autre version de mes notes. Une version alternative. J'étais parti extrêmement confiant sur, les 3 exemples. Alors, attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit que, ouais, si on n'y arrive pas, ça marche. Si on n'y va pas pour changer le truc, ça marche. Ah oui, non. Et la 3e solution, c'est, on peut changer le cours du temps, à condition que c'était pas la raison pour laquelle on voyage dans le temps. Par exemple, quand Marty remet ses parents ensemble dans Retour vers le futur, c'est pas parce qu'il y avait un problème avec ses parents et qu'il s'est dit je vais retourner dans le passé pour essayer d'améliorer les choses entre eux, c'est parce que en allant dans le passé, accidentellement, il les a séparés, il a changé le cours du temps, et c'est cette chose qu'il essaye de réparer. Mais il n'est pas parti dans le passé pour modifier le temps. Un peu la théorie que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu es dans le passé, il est déterminé, donc ça bouge pas. Par contre, quand tu es dans le présent du passé, les possibles sont là, et que du coup, tout va finir par arriver à récupérer le passé déterminé et le présent tel qu'il a été construit. Sauf que le voyageur a une mémoire de lui, de ce passé. Alors, c'est ça qui est bizarre. On en reparlera. Si vous voulez, alors, je voulais juste insister quand même sur la petite différence entre, il y a un côté, il y a une notion d'intentionnalité. C'est-à-dire que tu peux effectivement modifier complètement le cours du temps, mais à partir du moment où c'est pas la raison pour laquelle t'es parti dans le passé, quoi. Et du coup, j'aurais un mode pour ça après, justement. Ouais, parce que est-ce qu'on part sur le Retour vers le futur? On a commencé à en parler. On peut partir sur le Retour vers le futur complètement.
Parce que donc, Marty, il va quand même changer, il va quand même améliorer sa vie et la vie de ses parents et pourrir la vie de Biff Tannen accidentellement. C'est-à-dire que quand il retourne dans le passé et qu'il modifie les choses, quand il revient dans son présent, c'est plus le même présent. Ouais, c'est vrai. Oui. Et c'est problématique. Oui. Et c'est problématique. Retour dans le futur 2 est très problématique. Encore plus. À plusieurs niveaux. Alors, mais À plusieurs niveaux. il n'y a pas que... Ouais, alors, effectivement, le premier pourrait marcher tout seul. Le premier évite au maximum les écueils. La théorie de Retour vers le futur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Oui. c'est que quand tu fais une modification dans le passé, tu crées une nouvelle timeline, et en gros... C'est le troisième cas, donc Jérôme Saman nous donnait au début. Déterminisme, en fait. Mais- Chaque événement permet de déterminer le futur. Alors en fait, ouais, parce que c'est pas le cas de... On n'est pas dans le cas de... pas vraiment déterminisme futur, parce qu'il arrive à changer le cours du temps. Il crée un univers parallèle, en fait. Il crée un univers parallèle, mais c'est pas... les deux n'existent pas. C'est-à-dire qu'il crée un nouvel C'est le univers... dernier exemple que tu veux dire. Le film se contredit sur les deux, en fait. Ouais. C'est ça le souci avec la trilogie, c'est que le film se contredit sur les Et deux. c'est pour ça que là, j'aimerais qu'on parle principalement du premier, parce qu'en fait, il faut savoir que le premier a été écrit comme un standalone. Oui, Un c'était seul censé film, être ça. voilà. Voilà. Et qu'ensuite, ils ont écrit le 2 et le 3 bout à bout. Ouais, ils sont Voilà. sortis bout à bout aussi. Et qui sont sortis effectivement bout à bout, donc Ouais. tout le temps en même temps, etc. 89-90. Mais je trouve qu'effectivement, alors dans le deuxième, effectivement, que le principe même de Marty, il faut qu'on aille dans le futur pour changer le truc, parce que moi je viens du futur encore après, donc je repars dans le passé avec toi pour changer le truc. Ben là, on est d'accord, on est complètement dans le paradoxe du grand-père, il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien qui va. Ouais. Le premier, la théorie d'Emmett Brown, dans le premier, c'est ben, quand tu vas faire une modification dans le temps, tu crées une nouvelle timeline, et la deuxième existe toujours pendant un certain temps, jusqu'à ce que la nouvelle vienne entièrement la remplacer et que l'autre disparaisse. Oui. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit que Marty commence à disparaître à un moment donné quand il n'arrive pas à renouer avec les événements de sa timeline d'origine. Ça pourrait être intelligent, ça pourrait être astucieux, sauf qu'en fait ça marche pas du tout. Ça voudrait dire que... Alors attendez, hop là, j'ai des notes là-dessus. Pourquoi Retour vers le futur ça marche pas? Et enfin, après, vous pouvez Moi, j'ai des exemples de paradoxes dans le film, enfin, dans la trilogie, et je parle notamment sur le 2. Alors déjà, dans le Retour vers le futur 2, tu as Marty et Jennifer qui partent avec Doc en 2015. Le 2 commence sur ça. Ouais. Mais déjà, là, on est d'accord que déjà, ils sont hyper perdants. Là, ils partent perdants parce C'est à partir du moment où Doc vient les chercher de plus loin dans le futur pour aller dans le futur mais un peu moins loin, c'est ça. c'est perdu. C'est ça. Déjà, il y a des théories. Est-ce que c'est pas un Doc? C'est pas le Doc de 85, c'est un Doc de 2015. Donc, c'est pas le même Doc que celui qu'on a depuis le début. Déjà, il y a des théories qui vont sur ça. Pourquoi pas. Mais surtout, si on suit la logique du film, à partir du moment où Marty et Jennifer quittent 1985 pour aller en 2015, en fait, ils disparaissent vraiment de leur monde, donc ils peuvent plus construire l'avenir qu'ils auront en 2015. Ils sont plus là pour faire des enfants, pour travailler, pour avoir l'accident. Alors, dans la logique du film. je suis pas tout à fait d'accord parce que rien ne les empêche de revenir 10 minutes plus tard. C'est pas ce qui se passe. Je veux dire, si on va plus loin, admettons. Non, mais de revenir, même de passer 6 mois dans le futur, mais de revenir 10 minutes après ce qu'ils sont partis. Ouais, mais comme dans le film, on te montre que ce que tu fais, c'est une incidence de suite, tu vois. Par exemple, t'as autre paradoxe. Bah non, justement, t'as tout le premier film où son corps s'efface pendant tout le film. Et ça prend 1 heure de film, c'est quoi, Ouais, 2 semaines dans la vie, avant que l'effet, le ripple effect, de se mettre en place et que sa timeline commence à être effacée. Donc ça pourrait. Moi, je suis pas complètement d'accord avec le fait que ça soit problématique cette partie-là. Tu vois, je prends le principe que si on part sur un autre exemple, par exemple, admettons Marty quand il est en 1955, au moment où il retourne en 85, admettons, il se tape un délire, il dit tiens, je vais bien en 85 avec mon père de 18 ans. Donc son père de 18 ans, il disparaît en 1955. Donc en théorie, en 1985, Marty n'existe plus. Enfin, tu vois, Encore une fois, pas forcément. Si dans son histoire il réapparaît 10 minutes plus tard, pour moi, non, je suis pas convaincu. C'est là pour refaire un petit truc que je dirais après. Ça marche comme ça dans Doctor Who. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'épisodes où, en gros, ils vont faire une aventure, ils vont passer 6 mois à l'autre bout de la galaxie et dans un temps totalement différent, et revenir 5 minutes après pour aller oui, ça veut dire on est parti que 5 minutes, quoi. Oui, ouais. Donc il y a beaucoup cet aspect-là, la série du coup, ça peut s'entendre aussi, hein, mais bon, moi j'ai du mal avec ça, quoi. Ouais.
Non, parce qu'on voit que le remplacement n'est pas immédiat, le remplacement de timeline. Tu vois, il y a ce côté, il y a un certain temps dans lequel les deux timelines existent, et les deux possibles existent, et on voit que donc les objets qui viennent de la timeline d'origine sont affectés dans le premier. C'est-à-dire que t'as Marty qui a sa photo qui commence à se modifier assez rapidement, avec ses frères et sœurs qui commencent à disparaître. D'ailleurs, j'ai une question. Qui prend une photo d'un jardin vide? Il y a plus son frère et sa sœur, et enfin voilà, c'est le la photo ne devrait pas exister. Voilà, c'est de base. Je prends qui? Je prends des buissons en photo. Aujourd'hui, tu le fais à ça. Ces buissons sont les enfants qu'on n'a jamais vus. J'ai appelé celui-là Marty, celui-là Georges, je sais plus comment il s'appelait, leurs enfants. Non, c'était bref. Non, mais du coup, voilà. Si, effectivement, la photo se transforme et Marty commence à disparaître, en fait, au moment où Marty réconcilie ses parents, il devrait quand même disparaître. Parce que sa timeline d'origine a quand même été effacée. Non, en théorie, quand tu retournes en 185, c'est pas le même Marty. C'est pas le Marty, il devrait retenir aucun souvenir de ce qu'il avait fait. C'est un Marty, bah en fait, ouais, c'est ça, c'est que lui, il retourne à 85 qui est pas le sien, quoi. C'est ça un peu, c'est différent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour le Marty de 85 dans cette timeline, du coup? Ben, lui, il retourne, il a été élevé par des parents friqués. Voilà. Non, mais du coup, il devrait avoir un double. Non, alors, vu que lui, il part dans le passé. Ouais, mais il reste pas dans le passé. Quand il revient, du coup, lui, il a l'âge qu'il a, machin, mais du coup, c'est qui a grandi à sa place? Oui, il y a ça aussi, oui, bien sûr. Non, mais c'est pas ça, mais ne serait-ce que tu grandis avec des parents friqués qui payent des 4x4, tu traînes pas avec un vieux savant fou chelou qui habite dans un taudis au bout de la ville, quoi. Enfin, oui, il y a des incohérences comme ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Et voilà, parce que donc, Doc Brown disait que le voyageur, en gros, n'est pas affecté, mais on voit quand même que c'est le cas. Le voyageur, on voit qu'il est affecté, il commence à disparaître, il a la guitare, il a plus, puisqu'il a plus de main. Enfin, voilà. De la même manière, quand Biff revient dans le futur, après avoir donné l'almanach à sa version jeune, il revient dans le futur. Et le 2015 qui est pas modifié. Il revient dans un 2015 où il est pété de thune. Oui. Alors, il se trouve que, en fait, il y a une scène coupée. Oui, parce que dans les années 90, non, c'est pas ça? Non, en fait, où il retourne dans le futur qui est pas encore modifié, et là, il disparaît. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, ils avaient peur que les gens comprennent pas trop la scène, et du coup, ils se sont dit, plutôt qu'il y ait 2-3 personnes qui se posent des questions et qui essayent de chercher des réponses et qui deviennent un peu plus intelligents, on va faire un film qui est moins cohérent. C'est le truc, l'astuce classique des films. Mais c'est un gros souci, ce truc du vieux Biff qui retourne en 2015, inchangé, ça contredit, en fait, ça contredit le premier. Après, voilà, s'il disparaît effectivement comme dans cette scène coupée, ou c'est-à-dire à partir du moment où il va dans le futur, là, il commence à disparaître parce qu'il est plus à cet endroit-là, il est un autre Biff qui est certainement en meilleure forme, beaucoup plus riche et qui est entouré de putes et de la coke et du blackjack. Donald Trump, quoi. Voilà. Pour moi, ça aurait été le modèle, c'était un peu. Bien sûr, c'est Donald Trump. Bien sûr. Bref, là, ça marchait un peu plus. Oui. Mais, c'était pas cohérent avec le côté, pourquoi Marty est resté Marty? Oui. Donc, pour moi, c'est des incohérences. Après, ces incohérences-là, est-ce qu'elles éclipsent le fait, les petites astuces que t'as dans le film qui font que ça fonctionne? Et le fait que le film soit quand même très, enfin voilà, ça reste un film très, c'est un des plus réussis dans le genre. Voilà. Moi, c'est une de ma trilogie préférée, je pense. Alors, tout film confondu. L'effet papillon, moi, c'est un film où j'ai détesté de bout en bout. Ouais. Ça se fait regarder, mais ouais. Quand je l'ai vu au cinéma, ça se laissait regarder. Mais il y avait zéro cohérence. Il y a zéro cohérence dans ce film. Je veux dire, là, les problèmes sont flagrants et j'en parlerai même pas. J'en parle. Du coup, enfin, une petite parenthèse, en littérature, du coup, il y a beaucoup d'auteurs qui sont intéressés, bien sûr, à la question du voyage dans le temps. Et on a une période un peu avec les anciens auteurs, type Asimov, je sais plus qui autre, j'avais noté, voilà, de cette génération-là qui pensaient que eux, du coup, le fait de changer un peu à la marge, en fait, modifier très peu le passé, en fait, ça n'avait pas de conséquences. Du coup, le futur restait stable, en quelque sorte, enfin, le présent redevenait stable. Tandis que la plupart des auteurs récents avaient plutôt tendance à faire l'effet papillon à donf, c'est-à-dire qu'en gros, tu dis non, finalement je vais pas aller pisser, j'ai pas le temps, alors qu'à la base c'était aller pisser, bah là du coup la terre s'écroule, le monde s'arrête, les aliens débarquent, voilà. Donc et du coup ça s'intéresse beaucoup plus à l'effet papillon au changement à la marge en fait. Donc il y a vraiment cette tendance aussi à exploiter cet effet papillon et du coup effectivement qui est pas officine dans le film du même nom, quoi.
Et c'est rigolo ce que tu dis, ce côté où si jamais t'as pas trop d'écart, c'est pas très grave, parce que c'est un principe qu'on verra justement, j'en parlerai après, parce que là c'est ton tour de parler. Mais j'en parle après. Moi, j'aurais encore des choses à dire sur Retour à le futur. Je peux compléter. Vas-y. Ouais, en fait, au final, dans le film, ils sauvent un peu les meubles, entre guillemets, dans le troisième, à la fin. En gros, quand t'as le papier écrit You're fired, qui est, enfin, tu es viré, qui disparaît. Et il y a Jennifer qui dit, mais comment ça se fait, c'était écrit et tout. Et pareil, il a envoyé un fax vide. Ouais, voilà. Et pareil, fax vide, comme tu dis. Et Tchadok, il dit, non, mais en fait, en gros, il y a rien qui est déterminé, le futur, on en fait un peu ce qu'on veut, machin, et ça se finit un peu sur ça, quoi. Et, ce qui est pas forcément cohérent avec le film. Dans ce film, te dit que tout ce que tu fais, ça a une incidence sur le futur, quoi qu'il arrive. Mais bon. Et, après, voilà, après avoir fait quelques recherches, c'était créateur, ils ont vraiment laissé des vides comme ça, et des petites contradictions pour que chacun y aille de sa petite théorie. Et moi. Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout la grosse flemme, hein. Peut-être de la grosse flemme aussi, mais moi, pour ma part, je pense que Retour à le futur, on est plus dans le côté où tout est déjà écrit, un peu pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Ce que disait tout à l'heure JC sur, même s'ils peuvent modifier certains éléments au moment donné quand tu es dans une époque, quoi qu'il arrive, ça va toujours revenir sur le bon point de bascule, on va dire, entre guillemets, et des événements, qui doivent se passer, étaient censés se passer, quoi. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est ça, quoi qu'il arrive dans Retour à le futur. Après, voilà, encore une fois, il a réussi à changer, le destin de ses parents. Ah oui, même le sien. La hiérarchie entre lui et son père et le vif. Ah ouais. Oui, bien sûr, il y a eu une incidence au final. Bon, du coup, vu qu'on en est brièvement parlé, je vais vous parler de Doctor Who. Ah oui, du coup. Ouais. Doctor qui? Non mais bravo, non. En gros, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, la plus longue de série de SF existante. Elle a commencé en 1963, elle a eu une pause en 1989, puis pour reprendre en 2005 avec une deuxième partie moderne, on va dire la partie old school et la partie moderne, et qui prend pour personnage principal un docteur, le docteur qui s'appelle, donc Doctor Who. Qui est on l'apprend un petit peu plus tard, mais assez rapidement quand même, un seigneur du temps. C'est une race extraterrestre qui est capable justement de voyager dans le temps à l'aide d'une machine et d'une machine spatio-temporelle dont je parlerai juste ensuite. Et en général, il est accompagné par des êtres humains, généralement terriens. Je sais pas, il a une fascination pour la Terre, hein, c'est un peu un protecteur de la Terre. Et les histoires, à l'époque, travaillaient un petit peu les questions du passé, mais surtout là, c'est la SF, pure et dure quand même. Et les Seigneurs du Temps, ils ont un pouvoir qui expliquait que le fait que le rôle du docteur était joué par d'innombrables acteurs, un pouvoir de régénération, c'est-à-dire quand il meurt, en fait, du coup, il prend une autre apparence, etc. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous parler, on a parlé de machine temporelle. La machine temporelle la plus, je dirais pas forcément la plus célèbre, parce que c'est de Rollera de loin. DNC12. Voilà. Moi, je vais vous parler du TARDIS, à savoir Time in Relative. J'arrive pas à dire. Time and Relative Dimension in Space, ou en français. Temps à relativité dimensionnelle interspatiale. D'accord. Ils sont bien débrouillés. Ouais, ils sont vachement bien débrouillés des fois, la VF. Et en gros, le TARDIS, c'est le vaisseau du docteur qui permet de voyager dans l'espace et dans le temps, et ça a une apparence extérieure d'une cabine téléphonique des années 50. Bon, je expliquerai pourquoi ça restait comme ça. Donc le TARDIS, c'est quand même la première chose qu'on se fait, c'est que les compagnons du docteur, quand ils rentrent dans le vaisseau, it's bigger on the inside. C'est plus grand à l'intérieur, c'est traduit parce que. Ouais. Bon, monsieur A. Non, monsieur A, pourquoi on a encore monsieur A? Le Seigneur des Cavaliers. Ouais, c'est le Seigneur des Cavaliers. C'est la tradition. Seigneur avec un A. The Lord of Cavaliers. Non, pas Lord. Ouais, non, ça, c'est The Blood. Comment on dit ça? C'est vrai que Seigneur. Butcher. C'est pas mal. Et en gros, ils disent mais c'est trop grand en fait. Et en fait, le vaisseau permet en fait de créer des espaces quasi infinis. En gros, le vaisseau c'est un univers à lui tout seul déjà. L'autre caractéristique qui est pas forcément mise en avant au début, en tout cas, c'est que c'est un vaisseau vivant en fait. C'est chose que j'ai appris qui est pas forcément très marquée dans la série, mais plutôt dans le Universe.
c'est vraiment le fait que ils sont élevés, c'est comme des plantes en fait. C'est quoi, c'est une IA en fait? Non, c'est même pas une IA en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une plante, un truc, t'imagines n'importe quelle plante, qui pousse sur Gallifrey, et c'est comme ça qu'ils créent, avec des aspects mécaniques, hein, évidemment. Est-ce que tu peux faire des salades de TARDIS? Non, je pense pas. Et ça met des milliers d'années à pousser avant de devenir un vaisseau, en fait. D'accord. Mais ça devient un vaisseau parce que c'est son évolution naturelle, ou il y a à un moment donné une intervention pour le transformer c'est un en peu un une évolution cyborg? naturelle, parce qu'en gros, le TARDIS, il a les mêmes caractéristiques que les Seigneurs du Temps, il peut se régénérer. D'accord. Est-ce que tu peux faire un TARDIS farci? Ah non, il y a trop de place. Ouais. Il faudrait trop de place. Ouais, c'est trop de gravité à l'intérieur. Ouais, tu vois, Doctor Who, c'est une série qui va toujours tenter, parce que le lore a l'air énorme. Enfin, moi, c'est vraiment le lore et les mystères qu'il y a autour du perso qui m'intéressent. Mais les rares fois où j'ai essayé de regarder comme ça, il faut regarder du début en fait. Alors déjà, je pense qu'il faut regarder du début. Et en tout cas, sur les premières saisons, enfin de la nouvelle génération, que je vais commencer un peu à regarder, il y avait un aspect série B un peu trop prononcé. Ah, c'est kitsch. C'est très kitsch au début. Ah bon, après, ça gagne un peu. Après, ça ouais. On voit qu'il y a plus d'enjeux. Voilà, moi j'ai commencé avec le 9e Docteur, hein, avec Rick Eccleston. Et effectivement, la première saison, il kitsch au niveau des décors, même la deuxième avec. C'est ça qui m'a un peu bloqué, quoi. Mais ça a l'air bien, c'est normal. Mais voilà, donc du coup, en gros, ils mettent des milliers d'années à pousser, ils sont arrivés sur Gallifrey, et il y a de nombreux modèles, et voilà, sauf que on n'en voit qu'un en circulation pendant quasiment la majorité de la série, parce qu'en fait, la planète Gallifrey, donc la planète des Seigneurs du Temps, est victime d'un verrouillage temporel suite à la guerre du temps contre les Daleks. Les Daleks étant l'autre race capable de voyager dans le temps. Ce qui fait que le TARDIS est un vaisseau extraordinaire, c'est qu'il possède une âme et il dispose, voilà, comme je disais, des pouvoirs analogues au Seigneur du Temps, et il est capable de changer d'apparence, sauf que celui du Docteur est bloqué. Après, il le répare, mais il décide de le garder comme ça. Il peut se camoufler. Il y a aussi un filtre de perception qui empêche les gens de le voir. Il y a des capteurs en voiture, voilà, tous les types de capteurs possibles. Il y a un champ de traduction instantanée, ça c'est cool, c'est-à-dire qu'il parle quasiment toutes les langues, quasiment. Et le téléphone à l'intérieur permet de communiquer à travers l'espace et le temps. Attends, mais c'est quoi les langues qui parlent ça? C'est certaines langues qui sont trop anciennes par rapport à la création des TARDIS, en fait. Même, parce qu'en gros, dans Doctor Who... Je sais pas, c'était genre, ouais, le roumain, il n'y a pas trop besoin. Le polonais, ça sert à rien. Non. Je parle anglais, allemand, enfin les trucs qui sont utiles, quoi. Parce qu'en gros, le TARDIS peut pas aller avant le commencement des temps, avant le début de l'univers et avant la fin, quoi. En fait, il est limité dans... Il a aussi le poids de son... Ça va la limitation quand même. Ça va. Ouais. Il a le poids de son apparence, c'est-à-dire qu'il change en fonction de son pilote aussi, de ses envies à lui. Il a un système gravitationnel propre, c'est-à-dire qu'en gros, quand le vaisseau il est complètement à l'envers, en fait, tu gardes tu restes toujours debout dessus. Donc ça, c'est quand même plutôt la classe. Il y a plein de caractéristiques. Et celui du Docteur, en fait, c'est un vieux modèle, c'est de marque 340, et en fait, il le vole dans un musée. Et c'est le seul, en fait, qui n'est pas verrouillé, parce qu'il a un système de blocage aussi, où, en gros, il est tellement résistant que tu peux pas forcer la serrure. Sauf dans un épisode. Bon, bref. Est-ce que c'est un délinquant, en fait, le Docteur Who? C'est un délinquant, mais carrément, c'est un délinquant. Si vous voulez voir vraiment un épisode qui résume un petit peu ce que j'ai dit et qui est absolument magnifique, c'est L'Arme du TARDIS, où du coup il se retrouve à voyager dans le cimetière des TARDIS, donc tu vois plein de vieux TARDIS en train de soit mourir, soit déjà morts. Et en fait, pourquoi on a un TARDIS en train de mourir? Ça, je sais pas te dire. Ouais, tu l'as vu. Du coup, c'est un vaisseau spatial et du coup, ouais, ça sent un peu plus gris, un peu plus... Non, mais là, du coup, c'est ce qui arrive à son propre TARDIS, en fait. Donc, du coup, le TARDIS se réfugie dans un être humain, enfin, et que du coup, il peut... Le Docteur, du coup, lui permet de communiquer avec elle, parce qu'il l'appelle sexy, même si elle n'a pas de nom. Au début de la série, il peut pas... D'ailleurs, il n'a pas la maîtrise là où il va, le Docteur. C'est le TARDIS qui décide un petit peu. Il a un peu sa volonté propre, comme je disais. Après, il apprend un petit peu à s'en servir, parce qu'en fait, il a jeté le manuel dans une supernova parce qu'il pensait qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était écrit. C'était life, le Docteur, en fait. Rappelle-moi la responsabilité qu'il a. Sauver l'univers. Ouais. Enfin,
Pas vraiment, c'est tout à fait ça, quoi. Ce qui est intéressant du point de vue par rapport au voyage dans le temps, il se déplace le long de certaines lignes temporelles. Il doit respecter certaines contraintes sous peine de paradoxe. Du coup, on est dans un cas un petit peu particulier avec le TARDIS, parce qu'il ne peut pas se trouver au même endroit en même temps que lui-même. D'accord. En gros, à dosage différent. Imaginons que tu voyages à l'instant A, à l'endroit C, et d'un seul coup, tu revoyages à l'instant B, mais au même endroit, même à l'endroit C. Du coup, là, ça crée des paradoxes. Tu veux courir avec tes lettres, mais je crois que tu vas les ficher. Il ne peut pas se déplacer d'un multivers à un autre. Alors, est-ce que quelqu'un a une explication pour ça? C'est un truc que j'ai jamais compris, le côté tu peux pas te rencontrer quand t'es dans le passé. Bah là, du coup, le TARDIS peut pas vraiment se rencontrer dans le passé. Mais quel problème ça pose exactement? Ils ont peur que les gens ils s'autosucent ou des trucs comme ça, enfin, ils ont peur qu'il se passe des trucs auto-érotiques ou... Ouais, je pense que si tu vois Cédric taper à la porte, Ultra Chic taper à la porte, tu vas te caguer dessus un peu, quoi, non? Non, je me dirais, ça fait plaisir. Vas-y, viens, on boit un jus de banane. Moi, je vois Jéhan taper chez moi, putain, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il veut? Bah, tu sais que c'est toi. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que tu fais de bonnes intentions. Non, peut-être pas. Justement, tu vois, je me dis, il y a zéro raison que j'aille me voir dans le passé. Je sais pas, c'est... Tu vois, si j'y vais, c'est que, je sais pas, j'aurais de raison, j'irai pas me voir pour te dire salut, tu vois. Donc, si non, je pense que j'irai voir, écoute, il faut que t'arrêtes de jouer à Overwatch. Tu joues beaucoup trop à Overwatch. Et franchement, ça serait utile. Ça serait bien. Je sais pas. Enfin, ça marcherait pas. Paradoxiquement faire. Du coup, voilà, il ne peut pas créer dans le multivers, même s'il y a un cas où effectivement il y a une réalité parallèle qui se crée avec un autre docteur dans la période Tennant. Il y a un aspect dans la série qui me paraît intéressant, un petit peu original, même si elle ne résout pas du tout les problèmes de paradoxe, soyons clairs. Il y a beaucoup de paradoxes. Non, en fait, c'est what the fuck. Non, mais du coup, c'est super cohérent avec lui-même. Mm-hmm. C'est en gros l'idée que tu peux modifier à peu près tout et n'importe quoi dans le passé. Sauf que un certain nombre, mais la série les évite, enfin les utilise que pour des fins narratives, de points fixes dans le temps qui ne peuvent pas être changés. À un moment donné, il y a un épisode où en fait tu vois le docteur faire exploser le Vésuve et provoquer la catastrophe de Pompéi. Avec un fois. Bon, il y a des gens qui sont morts. Parce qu'il y a quelque chose aussi dans le Vésuve en fait. C'est parce que. Ouais, d'accord, mais bon. Et parce qu'il le fait. Pense à ce mec là qui est mort en train de se branler. Et qui est pour l'éternité maintenant, il est figé dans cette position. Et tout le monde le voit. Tu vas dans des musées et tu te dis regarde, ça c'est Génus machin. Il est en train de se toucher la nuque et il est mort. Le mec s'est dit oh il y a le Vésuve qui arrive, il y a là je vois la lave. On profite jusqu'au dernier moment. Mais dans cette période, par exemple, il arrive quand même à sauver une famille quand même. Oh, une famille, c'est quoi? Il y a tout ton pays qui est mort. Et du coup, voilà, ce qui peut être absolument anodin à notre échelle, c'est très important à l'échelle de l'univers, en fait. Alors, du coup, il y a des points fixes et souvent dans la série, ça justifie des choses où le docteur, tu dis, prends le TARDIS, va avant. Non, en fait, c'est un point fixe. Et à un seul moment, il le fait. Et c'est génial parce que c'est carnage, quoi. C'est un vrai. Ils exploitent la dimension paradoxale, justement. Et ça fout carrément le bordel, quoi. Mais je trouve quand même ça un petit peu facile, ces règles arbitraires. Ah, mais c'est... Même si après, ça peut être effectivement bien exploité. Ouais, c'est surtout exploité pour des raisons narratives. Mais voilà, en gros, moi, je voulais parler des caractéristiques qui sont géniales, parce que c'est qui est au centre des aventures du docteur, mais voilà, c'est plus qu'un véhicule, c'est un véritable compagnon, en fait, de l'aventure, quoi. Et en tant que spectateur, voilà, en tant que fan de Doctor Who, tu te prends d'affection, voilà, comme n'importe quel autre personnage, quoi. Et voilà, le TARDIS, moi j'aimerais bien m'avoir un quand même. Ah, ça a l'air pratique, hein, en soi. Voyage passe le temporel où tu veux, quand tu veux. Tu changes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de. Ouais. Mais voilà, Doctor Who, ça mériterait un épisode spécial rien que sur les concepts par rapport au temps et qui sont exploités très très souvent comme dynamique narrative, justement. Mais voilà, comme on avait parlé de machine temporelle, je me dis, voilà, le TARDIS, c'est la base. C'est vrai. Alors, juste, petite parenthèse, hein, je vois qu'il y a eu pas mal de réactions là, sur le chat. Vous inquiétez pas, on vous répondra à la fin du thème, qui je pense, est bien entamé déjà. Donc, voilà, on va être à une bonne moitié. Là. On est une bonne moitié, au moins. Au moins. Ok. Est-ce que tu changerais sur Interstellar The Pool ou est-ce que Ultra Chili, toi, tu veux reprendre la main sur autre chose?
Alors c'est soit Interstellar, soit n'importe quoi que j'ai en page, c'est ça? Je sais pas, ouais. Mais en fait, pour moi, comme vous évoquez des trucs que je comptais évoquer aussi, je vous laisse plus la main, moi je suis plus en complément que... Moi j'ai un truc que vous n'avez pas pu expérimenter vous, qui est Steins Gate. Ouais, oui, c'est vrai. C'est l'un des meilleurs jeux vidéo sur Voyage dans le temps. Alors, il y en a un autre que je voudrais juste signaler rapidement, qui est une série de jeux, qui est la série des Nonary Games. Oui. Que je viens d'emprunter. Voilà, que je viens d'emprunter. C'est déjà un spoiler, en fait, qui est du Voyage dans le temps dedans. Et je peux vraiment pas vous en parler parce que c'est spoiler la fin et ça fait partie. Du coup, il vient déjà de nous spoiler. Enfin, il va spoiler tout à l'heure. Mais... C'est pas ça, mais vous parlez des paradoxes qu'il y a dans ce jeu et de pourquoi je peux pas vous en parler. Ce serait vraiment gâcher un truc qui fait que, pareil, dans le jeu, tu te poses des questions en permanence. En fait, ça fait partie du jeu de se poser des questions, d'essayer de faire des théories, etc. Donc, si je vous parlais de pourquoi c'est intéressant d'en parler, je vous gâcherai tout ça et j'ai vraiment pas envie. Même si on dit qu'on faisait beaucoup de spoilers pour ce jeu-là, j'ai vraiment pas envie de vous le gâcher parce que ça fait vraiment partie intégrante du jeu. Et du coup, t'as déjà spoilé qu'il y a du Voyage dans le temps. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, on se rend compte assez vite. Enfin, on a très vite l'impression qu'il y a du Voyage dans le temps et je vous confirme qu'il y a une histoire vite fait de Voyage dans le temps. Je vous dis pas dans quel épisode, parce qu'il y a 3 épisodes. Il y en a 2 qui sont géniaux, un qui est nul. Je voulais juste vous dire que si jamais vous aimez les jeux qui parlent comme ça, des jeux un petit peu mystérieux, qui parlent de manière très très geek et très très nerd, avec plein de théories qui sont complètement pétées, complètement claquées, mais qui s'assument avec beaucoup de détails, et dans lesquels il y a un petit peu de voyage dans le temps et d'autres trucs dans le style, ouais, foncez sur ce jeu, c'est un monument, c'est vraiment extraordinaire. Nonary Games, donc il y a 999, c'est le premier, alors, le deuxième c'est T'as la boîte quelque part? Ouais, je sais pas mon sac. Bref, vous trouverez, merde, comment ça s'appelle? Bref, le dernier, c'est Zero Time Dilemma, c'est le seul que j'ai pas fini dans la série. Les 2 premiers sont vraiment très très bien. Zero Escape, pardon, le deuxième s'appelle Zero Escape. Ah, Zero Escape. Et donc, oui, je voulais parler d'un autre jeu qui est lui aussi un monument à mon sens dans le jeu qui parle de voyage dans le temps, qui est Steins Gate. Et donc, j'en ai évoqué tout à l'heure un petit peu parce que dans Steins Gate, il y a un outil qui permet effectivement de contrôler l'indice de stabilité de la timeline et de voir à quel point on s'est éloigné de la bonne timeline en fait. Et il y a un compteur qui est là et qui vous dit un truc qui une note sur, je sais plus, sur 1, je crois. Et donc, quand t'es à 0,99, bah, t'es pas très loin, et quand t'es à 1,14, t'es allé trop loin. Et un truc comme ça, je sais un peu. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire parce que ça fait très longtemps que je rêve de vous parler de Steins Gate et je sais pas si j'ai déjà fait ou pas, je me souviens plus. Oui, pas de fois, mais vas-y. Donc c'est l'histoire de Ocarine, et non pas Okajin, notre fidèle auditeur, qui est vraiment une machine qui permet d'envoyer des SMS dans le passé. Et qui permet donc de l'altérer, parce que si tu t'envoies un SMS dans le passé, tu peux très bien dire fais gaffe demain quand même si tu sors pour ton parapluie, par exemple. On joue les numéros suivants. Au jeu numéro, c'est exactement ce qu'ils font, hein. Ils jouent au loto, clairement. Sauf qu'en fait, lui, c'est le seul qui peut retenir le passé avant son altération. C'est un pouvoir qu'il a appelé lui-même Reading Steiner. C'est complètement inventé, ça veut rien dire. C'est juste lui, il a dit, c'est mon pouvoir, il s'appelle comme ça. C'est bien japonais. Oui, mais alors, mais là, on est complètement dans le cliché, mais ultime du Chonibu, non, je sais plus comment ça se dit. Ce mec qui vit dans les mangas toute la journée. Pas d'otaku, mais... C'est pire que ça, c'est plus que ça. C'est au-delà de ça. Voilà, c'est le mec qui, quand il met son bouton, il fait... Tu vois, ce genre de truc. Qui fait des bruitages. Ah oui, voilà. C'est le genre de gars. On est sur ce gars-là. Donc ce mec, il s'invente une vie de mad scientist. C'est son job. C'est un scientifique fou. Et il invente des trucs. Mais il invente des trucs qui servent à rien, hein. Il invente, à la base, il voulait faire juste un micro-ondes qui était contrôlé par téléphone. Et il a inventé un micro-ondes qui permettait d'envoyer des messages dans le passé. Et donc en gros, lui, son pouvoir, c'est de s'affranchir de l'horizon des événements et de pouvoir voir ce que les autres n'ont pas vu. C'est-à-dire que tout le monde se dit, oui, on a gagné l'auto la semaine dernière, on a gagné 20 balles. Mais c'est normal, tu te souviens plus. Et lui, en fait, il a aucune mémoire du temps qui s'est écoulé, de la timeline que ses collègues ont vu. Il se souvient que de la sienne. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que du coup, c'est lié un petit peu à l'effet Mandela. Vous voyez l'idée? Où t'as l'impression de te souvenir d'une autre timeline. En gros, c'est l'effet Mandela, c'est un phénomène internet où les gens se disent, c'est des gens qui se sont rendus compte sur des forums, ils se sont dit, mais vous n'avez pas l'impression que Mandela était mort en prison dans les années 80? Oui. Ou le film avec Shazam ou exactement. Exactement. Ouais, dans les exemples, on a par exemple, je sais pas, les Berenstein ou Stein Bears
C'est les plus souvent, c'est ceux qu'on trouve, donc il y en a un qui s'écrit avec un A, l'autre avec un E. On a Sex in and End the City. Sex in the City ou Sex and the City. On a Febraise. Le fait que Monsieur Monopoly n'ait pas de monocle. Est-ce que vous vous souvenez que Monsieur Monopoly a un monocle ou pas du tout? Pour moi, il a un monocle. Il n'y en a pas. Ah bon. Le fait que Pikachu n'ait pas de bande noire au bout de la queue. Voilà, c'est le genre de truc. Il y en a un qui me tue. Personnellement. C'est le logo Fruit of the Loom. Je sais pas si vous connaissez Fruit of the Loom, c'est une marque de t-shirt. Généralement, quand vous passez par des t-shirts imprimés, par des trucs, mais pas souvent, le t-shirt en fait, c'est des t-shirts super basiques, mais qui sont utilisés par pas mal d'imprimeurs pour faire des t-shirts personnalisés. Et j'en avais quand j'étais petit. Et en fait, Fruit of the Loom, on est nombreux à se souvenir de le logo, c'est une corne d'abondance dans laquelle il y a des fruits. En fait, le logo, c'est juste des fruits. Mais le problème, le plus problématique, c'est que genre, il y a des sites qui en parlent et qui disent, mais moi, je me souviens, c'était comme ça. Et l'exemple qu'ils mettent, le logo avec la corne d'abondance, c'est celui-là dont je me souviens. Mais c'est exactement celui-là, c'est pas juste un truc qui ressemble, c'est exactement celui-là dont je me souviens. C'est info, ils ont reproduit en fait, ce qu'ils avaient en tête. Ce qu'ils te oui. Voilà. En fait, on est tous d'accord pour dire que, mais oui, c'est celui-là qu'on a connu, quoi. Ouais. Alors, j'ai une théorie qui est que, j'avais des contrefaçons de Fruit of the Loom. Qui est déjà à la base d'une marque basique, c'est des t-shirts à 3 balles. C'est des trucs, voilà. Je sais pas. Par exemple, la jambe argentée de C3PO. Le fait que C3PO n'est pas entièrement doré. Je vois, ça me dit son genre. Non, il a entièrement doré. Il est pas entièrement doré, il a une jambe argentée. Je le vois avec son bras rouge dans la dernière trilogie. Il a une jambe argentée. Mais d'accord. Un autre qui est assez énorme, c'est par exemple Ingrid Bergman ne dit jamais Play It Again Sam dans Casablanca. Pourtant, il y a un putain de label de musique. Piaz, qui est, je sais pas. Bon, après, là, ça peut s'expliquer par le fait que Woody Allen ait fait un film qui s'appelle Play It Again Sam, et que ça va peut-être de là. Il y a un truc que je trouve, et juste vite fait, un petit, pour en finir sur les Mandela, il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est que, il y a des forums qui en parlent, il y a des subreddits qui en parlent. Et les gens sont tous là pour dire, en fait, c'est pas ça. Il est complètement doré, quoi. C'est quoi, c'est sur un film en particulier qu'il est pas? Je sais plus. Ah, mais toujours est-il que tu le voyais toujours doré. Il y a des endroits où il est pas doré. Ouais, ça me choque pas. C'est moi la deuxième photo. Wait. C3PO had silver legs this whole time. Et bref, il y a un truc que je trouvais extraordinaire avec cet effet Mandela, c'est que il y a des forums antiques qui en parlent, où c'est des gens qui viennent là spécifiquement pour en parler. En mode, moi j'ai vu des trucs, je me souviens de trucs, c'est pas comme ça dans la vraie vie, je pense que je suis passé dans une autre timeline. Et systématiquement, quand quelqu'un partage un truc sur ces forums, t'as genre l'immense majorité des gens qui disent, non, tu te souviens mal. Et je dis, mais les gars, vous êtes là pour parler de ça. Nous, on t'a écouté quand t'as dit ton truc, toi. Quand t'as dit que C3PO, on t'a écouté, on t'a dit, on s'est pas dit que tu te souviens mal. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est les mêmes gens, tu vois. Le mec, il va te mettre un post, genre, à 15h, il va dire, écoutez, les gars, je me souviens du logo Fruit of the Loom, il y avait une corne d'abondance. Et t'as tout le monde qui veut dire, ouais, non, tu te souviens mal. Et quand il y a un autre gars qui va venir, C3PO, il avait une jambe argentée, le même mec qui était là 1 heure avant, tu vois, pour dire, les gars, on a changé de timeline. Il va dire, non, c'est juste que tu te souviens mal, parce que t'as pas fait gaffe. Mais oui, il y avait forcément. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, tu vois, ce côté, les gens, ils sont là pour dire, ça m'a traumatisé, il y a ce truc que j'ai remarqué, et j'arrive pas à l'expliquer, mais le tien, je l'explique facilement, par contre. C'est juste ta mémoire. Bref. Donc j'en étais où? Dans Steingate, du coup, le gars, il est victime d'un effet Mandela. Lui, il vit ça en permanence. Et donc à un moment donné, la machine est améliorée par Maki Sekurisu, qui est une neuroscientifique qui a genre 17 ans. Mais ouais, mais de toute façon, elle va connaître voilà. Et qui se retrouve à côtoyer ces mecs-là parce que son père a fait une conférence sur le voyage dans le temps et qu'ils se sont rencontrés là-bas parce que Ocarim y allait pour dire c'est impossible, ça marche pas, ta théorie elle est pas bonne. Et bref, elle modifie ce truc-là pour pouvoir compresser dans l'espace d'un SMS la totalité de la mémoire d'une personne. Et donc, à partir de ce moment-là, Ocarim peut envoyer toutes ses connaissances du futur dans le passé. À condition qu'il les envoie à un moment où la machine existe et aussi où lui il est en train de l'utiliser. C'est-à-dire, je crois qu'il y a ça, je crois qu'il faut qu'il soit genre, il se dit jeudi à 14h je mets le truc sur la tête, je peux envoyer ma sauvegarde. Et donc il y a ce côté complètement sauvegarde de jeu, quoi. Et t'as une mise en abîme parce que c'est ce que tu vis en tant que joueur quand tu recommences les parties, etc.
tu revis la même histoire racontée avec des petits détails qui changent. Et parce que c'est un jeu que tu refais plein de fois, il y a une 50aine d'heures de lecture à faire dans ce jeu. Et donc voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est ce principe de contrainte qui est, je peux repartir dans le passé, envoyer des informations, mais uniquement à un moment où c'est possible, à ce moment précis. Et ça pose problème parce qu'en fait, le moment où on peut envoyer sa mémoire, en fait, c'est un moment où il est déjà trop tard. C'est-à-dire, il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit à la timeline. Bon, finalement, il y arrive, hein. Mais en gros, c'est galère, c'est vraiment galère. Et il y a tout cet aspect inventivité où, pareil, il va s'envoyer des plans pour améliorer la machine depuis le futur vers le passé pour y arriver un peu plus tôt et gagner quelques jours et pouvoir changer les choses un petit peu avant. Et donc, si jamais ça vous a pas donné envie de jouer à Steins Gate, je sais pas ce qu'il vous faut parce que ce jeu il est énorme. C'est vraiment une lettre d'amour à tous les fans de j'entends. Il y a des incohérences. Il y a des trucs où il tombe dans des paradoxes, etc. Mais c'est tellement bien fait, l'histoire elle est tellement ouf, elle est tellement incroyable, t'as tellement d'émotions là-dedans, c'est dark, c'est drôle, vraiment c'est très bien. Pendant 2 mois après, je vous l'ai déjà dit, je pense, pendant 2 mois après avoir joué à ce jeu, dès que je voyais une fourchette de pleurer. Et vous saurez pourquoi en jouant à ce jeu. Et c'est un principe qu'on retrouve du coup dans un film dont on a parlé tout à l'heure, qui sera notre ramen, qui est Primer, qui fonctionne un petit peu sur le même principe. Donc je trouve ça intéressant d'en parler vite fait. Ah bah tiens, puisqu'on parlait de jeux vidéo, je vais enchaîner moi aussi avec un autre vidéo. C'est pas de Gérald. Non, je suis en complément. Ah oui, en complément. Voilà, ça. Allez, on parlera d'Interstellar juste après, je pense que ça peut être pas mal. En gros, dans son titre, il a le temps. Ah, c'est Chrono Trigger. Ah ouais, Chrono Trigger, oui, bravo. Moi, Chrono Trigger, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est un jeu que j'ai fait pendant mon adolescence. Et il était quasiment au même niveau que Final Fantasy VI, quoi. C'est-à-dire que c'était parmi avec Secret of Mana les 3 jeux qui m'ont formé au JRPG, quoi. Ouais. Et du coup, je me dis, je peux pas passer à côté si on parle de la question du temps, en fait, sans parler d'un petit peu de Chrono Trigger qui utilise vraiment la question du voyage au temps comme toile de fond scénaristique. Donc au début de l'histoire, le héros qui s'appelle Chrono, voilà, l'originalité, participe à la fête du millénaire. En gros, ils sont à 1000 ans après la fondation du royaume de Gardia, où son ami Luca, qui est en train de présenter sa machine, envoie accidentellement une jeune fille nommée Marle, et du coup, il décide de la suivre pour essayer de la sauver. Et Luca aussi. Et ils arrivent dans un autre temps. Donc en gros, rapidement, on va voir que l'histoire, ça consiste en fait à comprendre qu'il va y avoir une catastrophe qui s'appelle Lavos. On apprend que c'est un organisme extraterrestre qui va provoquer une fin du monde en fait, en gros à toutes les époques. Et notamment celle en 1999 qui détruit complètement la planète, quoi. Plusieurs époques du coup finissent par être accessibles par ce trio. Ils rencontrent à chaque fois un personnage qui va les aider dans leur quête. En fait, leur quête, c'est d'empêcher les adeptes de Lavos justement de réveiller la créature pour qu'elle fasse exploser la planète, quoi. Et du coup, il y a un âge, du coup, ils arrivent à la préhistoire, je crois, un premier coup, où ils rencontrent Ayla, une espèce de guerrière où c'est un monde où les reptiliens dominent. Ensuite, il y a le Moyen-Âge, à plus 600 après la fondation du royaume de Gardia, où il rencontre Glenn, la fameuse grenouille dont j'ai parlé d'autres fois. Il y a Robot, qui est l'androïde qui rencontre dans le futur au 24e siècle, et je crois que c'est à peu près tout. Ils peuvent aller en moins 12 000, où il y a un royaume magique qui exploitait du coup Lavos en pensant le contrôler jusqu'à ce qu'ils se prennent dans la gueule. Et une espèce de sas en fait de nexus temporel à la fin des temps où ils apprennent des magies, peuvent se soigner, etc. Donc voilà, le jeu en fait au bout d'un moment propose assez linéaire, hein, c'est un jeu qui est assez à l'ancienne mais assez linéaire, mais le gameplay est génial. Enfin, bref, je m'attarderai pas trop sur ça, hein, mais propose quelque chose de beaucoup plus libre assez rapidement une fois qu'on a accès à la machine temporelle Ibis. Et en gros, même si
certains niveaux, enfin en tout cas certains temps en fait te permettent de voir que oula, les monstres ils sont un peu durs, quoi. Donc du coup c'est pas trop. Tu peux le faire vraiment dans n'importe quel ordre, et c'est un des premiers jeux à populariser le New Game Plus, quoi. Parce qu'il déjà il intègre dans la fonction même du jeu, et ensuite il y a 12 fins disponibles en fonction de ce qui était fait comme choix. En fait ça a été conçu au moment, parce que ce jeu c'est la Dream Team qui l'a écrit, il y a Sakaguchi des finales, il y a Uematsu et Mitsuda surtout Mitsuda sur la bande originale. On dit pas un Sakaguchi, on dit un sac de chez Gucci. Ouais. Il y a Toriyama à la DA. Toriyama à la DA, exact, et Yoshitaka Kitanase aussi qui fera beaucoup de JRPG, quoi. Donc en gros il l'appelait la Dream Team à l'époque, et du coup ils se sont tous dit tiens, si on se fait un jeu, on crée une nouvelle licence, quoi. Et ce jeu il est juste parfait, hein. Voilà, ce que j'aime par rapport à la problématique du voyage dans le temps, c'est que du coup on a une aventure qui est très amusante, très bien foutue, même si ça évite pas les paradoxes. D'ailleurs il disait que dans le mode debug, en gros des fois il se retrouvait avec un coffre que tu avais ouvert dans le futur mais qui était encore disponible dans le passé, ou inversement. Donc du coup ils devaient penser à ce genre de choses là, en fait, à essayer de résoudre des petits paradoxes. Et voilà, pour revenir à cette histoire de plusieurs fins, du coup tu pouvais faire les donjons un peu dans n'importe quel ordre. Et ce qui fait que tu avais des fins très différentes, allant d'une fin de petit bonus, un peu une variation, à quelque chose qui avait pas tout à fait un rapport. Et le dernier point que j'aimerais bien aborder par rapport à Chrono Trigger, c'est son lien avec Chrono Cross. Je vais pas reparler de Chrono Cross. Alors, pardon, est-ce qu'on pourrait être un petit peu correct et dire Chrono Trigger? Trigger. Trigger. Ouais, c'est Trigger. Parce qu'il y a 2 G. Voilà. Trigger. Voilà, excusez-moi, c'était plus fort que moi. J'ai entendu dire 3 fois Chrono Trigger, je me suis dit, on n'est pas avec le Seigneur des Cavaliers ici. On est avec un enseignant. Donc Chrono Pro. Chrono Trigger. Et Chrono Pro. Cross. Ah, mais. Parce qu'il y a 2 S. Bref, je le dis comme je le disais à l'époque. Ça c'est autorisé, on peut le préciser. Du coup, voilà, le rapport avec Chrono Cross, c'est la suite, qui est sortie quelques années plus tard sur la PS1. C'est que celui-là, il introduit le multivers, donc une réalité par parallèle. Pour rappeler rapidement, on incarne Serge, qui se retrouve projeté dans une version alternative de son monde où lui il est mort. Qui est, alors, avec tout le respect que j'ai pour Serge, un prénom de merde pour un perso de JRPG. Oui, en général, je changeais d'ailleurs. Je crois qu'ils sont tous changeables, et lui, c'est celle que je changeais. Je crois que j'ai gardé tous les autres sauf lui. Effectivement, Serge, quoi, il s'appelle pas Bernard non plus, mais. Oui, s'il vous plaît, le dire. Qui est l'un des meilleurs noms de personnages de jeux vidéo, quand même. C'est clair. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Chrono Cross, les aspects, c'est que justement, il dissémine beaucoup de liens dans la narration, notamment environnementale. Et il y a un passage dans le jeu qui est absolument magique avec la musique Saved by Life de Mitsuda, qui est une espèce de ode à la mélancolie. C'est un des moments préférés du jeu où, en fait, de manière un peu explicite, on t'explique que le bordel de Chrono Cross, en fait, c'est la faute des gars dans Chrono Trigger. Et bah, tout ça, ça fait que ces 2 jeux-là, ils m'ont marqué autant que Final 6 ou 7, quoi. Enfin, voilà, donc c'est dans le genre de suite. Ils m'ont fait pas voyager que temporellement, en fait. Ils m'ont fait me retrouver sur cette version un peu, voilà, quand il y a eu le remaster, la version craquée que j'avais sur PS1, en fait. Je l'ai testé sur une version craquée parce qu'on ne pouvait pas l'avoir autrement qu'en import. Et en gros, ça m'a laissé parmi les plus belles traces, les plus belles scars left by time. Le thème principal. Les plus belles cicatrices laissées par le temps. On parle pareil, toujours pour monsieur. Ouais, monsieur The Butcher of Cavaillon. The Butcher. Donc voilà, Chrono Trigger, parce que je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette thématique? Moi, j'ai pas joué à l'époque, j'ai commencé à y jouer parce qu'il existe sur mobile. Ouais, sur DS, il y a des très bonnes versions, très bons partages. Ouais, parce que c'est plus pratique. Quand t'as envie d'y jouer quelque part n'importe où, c'est le genre de jeu qui s'y passe complètement. Et je suis pas allé très loin malheureusement, donc je peux pas vraiment en parler beaucoup plus. Mais ouais, carrément, on est dans ce mood-là. J'adore le fait que tu puisses revenir sur tes pas, mais à d'autres moments et interagir avec le jeu. Enfin, c'est très cool, c'est ouf en fait quand tu penses au niveau de l'architecture du jeu et de la façon dont ça a été écrit. Et c'était super ambitieux et ils s'en sont sortis avec brio. Ouais. Et toi, Jérôme? Ouais, non, c'est un jeu c'est un gros regret, je l'ai pas fait sur Super NES parce que je l'avais pas eu d'ailleurs.
Et je l'ai racheté quelques années après, enfin, il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, non, il y a pas 2-3 ans, l'année dernière. L'année dernière, je l'ai racheté en import US, sur Play One. Il était dans une espèce de compile, là, Final Fantasy Chronicles, où t'as FF3 et justement Chrono Trigger. Et justement, j'attends d'avoir le temps d'y jouer, pour ensuite faire le remake de Chrono Cross. Voilà. Enfin, le remaster, plutôt. Ouais, le remaster. Donc, voilà, du coup, j'ai pas d'avis. C'est un jeu qui me fait de l'œil depuis une vingtaine d'années, hein, si c'est pas plus. Ouais, non, j'ai vraiment cette chance-là de pouvoir jouer même le Final Fantasy VI, c'est pareil, là du coup je viens de le refaire péter sur le Pixel Remaster sur la Switch, et je l'ai testé avec l'écran, bon ça va, c'est cool, hein. Oui. Mais putain, la version portable, c'est le jeu, tu le refais en version portable, quoi. Bien sûr. Donc voilà, petite dédication frangin qui m'a dit vas-y, prends-le. Du coup, un autre jeu que vous aimeriez citer comme ça ou débuter sur la chromatique des voyages en temps, mais sans parler de. J'avais fait Time Splitter, j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé à l'époque. C'était cool. Ouais. Le 2 sur la PS2. Ouais, c'est ça, c'était le 2. Après, il y avait un autre jeu, putain, j'arrive pas à retrouver le nom. Je sais pas si c'est pas Bloodstorm, mais je suis pas sûr. Mais je crois pas. J'ai le souvenir d'un FPS. Dans lequel on peut revenir un peu en arrière et jouer un peu avec le temps, ça vous parle pas, ça? Un truc un peu bourrin, nerveux. Ouais. Mais c'était vraiment très limité, c'était genre. Oui, c'était sur quelques secondes pour venir. Voilà, la Prince of Persia. Ouais, Prince of Persia aussi, par exemple, et ça vaut du temps. Ok, t'as une super trilogie, hein. Mais pareil, pas de machine. Ouais, pas de machine, ouais, c'est du pouvoir. Donc on en parle pas. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ou Life is Strange, pareil, avec du pouvoir aussi. Ouais. Moi je suis plus parti sur des films, hein. Moi aussi, c'était plus sur du film aussi. Ouais, dans le film aussi, mais voilà, du coup je voulais faire, je pouvais pas faire un épisode sans parler de Chrono Trigger. Non, c'était important d'en parler. Mais effectivement, le jeu vidéo est quand même beaucoup moins, exploite beaucoup moins cette problématique-là que la littérature ou le cinéma surtout. Je crois qu'on pouvait pas aborder ce sujet sans parler de Christopher Nolan. Ouais, c'est ça en fait. Oui. Bien sûr. T'avais fait pas un truc sur Interstellar, je crois. Ouais, en fait. Sur Tenet, mais du coup, on va parler un petit peu d'Interstellar et on finira comme ça dans l'ordre un peu chronologique de ses œuvres. C'est vrai que le temps, c'est un thème qui est. J'avais le temps et l'espace sont des thèmes c'est le cinéaste du temps de l'espace version blockbuster, quoi. Enfin, parce que dès Memento, c'était. C'est une question du temps. Et de l'espace, son corps. Donc, c'est le. Ouais. À la Prison Break, quoi. Ouais, à la Prison Break. En gros, je me suis aperçu que j'en ai déjà parlé dans un teriyaki, grâce à Ladybug. Donc, je vais pas revenir un peu trop dessus. J'encourage nos auditrices et nos auditeurs à écouter ce teriyaki-là de l'épisode numéro 13. Donc voilà, le film est sorti en 2014. Et je suis longtemps passé à côté de ce chef-d'œuvre en fait, hein. C'est un peu comme Premier Contact, hein. J'aurais pu choisir effectivement quand t'as dit que j'allais en parler, j'ai fait ça va trop bien parce que ça c'est et pour le coup c'était vraiment astucieux de choisir ce film-là aussi, ou Contact, hein, simplement avec Jodie Foster qui est très intéressant. Et on n'a pas parlé de Terminator, enfin c'est quand même fou. Ouais, on n'a pas parlé de Time Cop non plus. Ouais. Je l'ai oublié Terminator. Alors, juste attends, pardon, par rapport à. Je peux me couper ou pas? Ouais, vas-y. Par rapport à Time Cop, ça me fait penser à comment s'appelait le truc avec Tom Cruise, où il va. Edge of Tomorrow? Non. Minority Report? Minority Report. C'est claqué ça quand même. C'est claqué. La nouvelle est très bonne. Ouais, mais le principe du film il est claqué. Tu vas arrêter tes choses qui n'ont rien fait. Oui, non. Juste parce que tu dis. Attends, il y a des droits, des lois que les gouvernements ont essayé de faire passer dans cette logique-là. Hein. Ouais, d'accord. Voir qu'ils ont fait passer. Sur l'intentionnalité, en fait. Mais si tu l'arrêtes, il a rien fait, le mec. Tu vois ce que je veux dire, en fait? Ouais, mais après, tout le propos du film porte sur ça aussi. Hein. Oui. Enfin, bref. Non, vas-y, pardon. Alors, oui, encore une fois, Interstellar, il peut avoir une machine. On utilise un phénomène naturel. Oui, on utilise la relativité générale d'Einstein. La théorie de la relativité générale. Et bon, du coup, pour rappel, il y a une belle brochette d'acteurs. Il y a eu Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, qui est l'habitué de tous ses films, Casey Affleck et Matt Damon.
J'allais dire Brad Pitt, pas aucun rapport avec la chouette. Et voilà, donc du coup, je vais pas trop m'attarder sur l'histoire parce que voilà, j'en parlais. En gros, l'humanité se meurt et il trouve le moyen de la sauver en exploitant un trou de verre qui est basé aux alentours de Saturne. Mais il y a plusieurs aspects intéressants par rapport à effectivement utiliser des phénomènes naturels entre guillemets, ou en tout cas des théories existantes sur le voyage dans le temps, enfin sur les possibilités de voyage dans le temps, donc le fameux trou de verre et le Tesseract, voilà, qui sont pour moi les deux piliers en fait sur lesquels s'appuie l'histoire pour pouvoir se dérouler et pour pouvoir faire ce qui se passe vraiment dans le film, quoi. Je sais pas, vous avez des petites choses à ajouter avant de faire un petit peu des trous de verre, ou là, peut-être sur la relativité générale. Ouais, enfin, un petit rappel de la relativité générale, pour ceux qui auraient loupé les cours de physique quantique. C'est en art maternel. Parce que je les ai potassés un petit peu pour l'émission, j'ai lu quelques articles et je fais ouf, ça remonte quand même. Hein. Oui, ouais, ça remonte. Je vous conseille fortement le bouquin Comment construire une machine à voyager dans le temps. Qui est, de Paul Davies, hein, donc, je crois que je disais tout à l'heure. Alors, le principe simple, hein, c'est que la gravité déforme l'espace-temps. Alors, de ce fait, s'approcher d'un objet qui est très massif, comme un trou noir par exemple, hein, ça ralentit le temps relatif de celui qui en est proche, car le temps est dilaté. Et donc, comme le temps ne s'est pas écoulé à la même vitesse pour celui qui est proche du trou noir, ou en tout cas de l'objet massif, et de la planète qui est plus éloignée, lorsqu'il y retourne, ben, pour lui, le temps s'est écoulé en fait au ralenti. Genre, pour lui, il se passe quelques secondes pour lui dans son point de vue. Il se passe peut-être des mois, voire des années pour le reste. Exactement. Donc voilà, c'est la théorie qui est exploitée dans ce film-là. Et attends, c'est pas le contraire. Non, c'est ça. Parce que plus le temps, plus tu te rapproches de la masse, plus tu es ralenti, plus ça accélère. Non, tu es ralenti. Les gens qui te voient de loin, ils te voient ralenti. Pour eux, pour toi, le temps s'écoule. Le temps est déformé en fait. Ce qui fait, c'est par exemple, il y a un épisode, il y a un passage dans le film où ils vont sur la première planète, la planète, je sais plus, j'ai noté quelque part. C'est où il y a des grandes vagues. Les astronautes. L'astronaute, en fait, qui reste dans le vaisseau spatial, eux, ils descendent. Ils savent qu'ils savent passer beaucoup de temps. Il reste quelques heures en fait sur la planète avec les grosses vagues là. Non, je parle des vrais astronautes, je parle de Thomas Pesquet. Alors non, ben justement quand tu reviens de l'ISS après 6 mois ou un truc comme ça, il a 0,02 secondes de retard par rapport à nous. C'est un truc dans le genre. C'est ça, il a passé 5 mois et... Donc pour lui, dans le futur. Il a passé 5 mois et 99% du 6e mois. Non, il a passé plus de temps en fait dans l'espace en fait. Je sais plus, j'ai vu trop de vie de banane pour... Donc voilà, en gros... Plus tu es sous de la gravité, en tout cas, moins le temps s'écoule vite. Ouais. Donc du coup, ils utilisent, pour pouvoir voyager parce que le but c'est de trouver une planète habitable, ils ont deux plans. Le plan A, c'est envoyer un gros vaisseau là-bas et envoyer plein de gros vaisseaux là-bas et traverser les trous de verre et ensuite aller sur la planète habitable. Le plan B, c'est pas... possible. Donc du coup, chaque navette qu'ils ont envoyée en préambule, en fait, leur permet de reconstruire l'humanité à travers le génome. Donc, donner une chance à l'humanité, une seconde chance. Donc même si ça existe un niveau théorique, les trous de verre de cette taille, du coup, j'avais un peu placé la faute scientifique. C'est minuscule, normalement. Donc en gros, voilà, c'est ce qu'elle expliquait du coup Jérém, si la vitesse pendant le trajet est très proche de la lumière, il pourra s'être écoulé que quelques heures ou quelques jours dans le vaisseau, mais beaucoup plus de temps. Donc en fait, quand tu prends un trou de verre, il y a un décalage temporel entre l'entrée et la sortie. En gros, ça te permet de remonter dans le passé en fait, et donc du coup te retrouver aussi dans le futur si tu es après le départ du vaisseau. Il y a quand même un petit problème, et c'est un physicien qui l'a souligné. Il dit que, en gros, si on devait construire un trou de verre de la taille de 1 mètre de diamètre, il suffirait de tapisser la bouche du trou avec seulement 10 puissance moins 21 d'énergie négative. Ça représente moins d'un millionième de la taille d'un proton. Et là où c'est problématique, c'est qu'il faudrait disposer de l'énergie libérée par 10 milliards de planètes en une année. Oui, après, on sait que l'Interstellar, ça se présente comme de la Dark SF, mais ça en est pas vraiment. C'est le seul point où, en termes de RDSF, ça coince un peu. Après, dans l'absolu,
Oui, il y a des cohérences, sinon. Il y a plein de choses qui sont hyper cohérentes aussi. Il y a des choses validées, mais des choses qui le sont moins. Après, voilà, au bout d'un moment, ça reste un film de. Donc, effectivement. Si on fait que ce qui est possible, c'est mort. Le tour de verre n'échappe pas non plus au paradoxe du grand-père, ça aussi. Il fait effectivement, même s'ils arrivent plus ou moins à progresser par rapport à cette question-là, quoi. Et moi, je trouve que ce qui aboutit le film, en fait, représente une théorie présentée par 3 scientifiques, Storm, Massis et bref. En gros, ça permet en fait de pouvoir voyager d'une manière en dehors de ces questions énergie et taille de trou de verre. D'ailleurs, petite parenthèse, ils expliquent que le trou de verre dans Stargate, la série Stargate, c'est pareil, qui est pas forcément concentré sur le voyage temporel, mais quand même sur le voyage spatial. Mais il y a les deux, il y a plein d'épisodes qui traitent la question. En fait, ils disent si la surface d'un trou de verre devrait exister, elle ressemblerait à ça, à celle qu'on voit dans Stargate. Donc voilà, non, le côté un petit peu liquide et ondulant. Et du coup, voilà, ce qui leur permet un peu de passer à ça, c'est le film restitue ça très bien s'il avait effectivement, en dehors de ces contraintes-là. Il y a le deuxième aspect, c'est du coup à la fin du film, quand le personnage principal, donc Cooper, largue la dernière astronaute qui va pouvoir explorer la dernière planète en utilisant la force gravitationnelle du trou noir. Oui, normalement c'est mort. Normalement c'est mort. Une fois que t'es pris, c'est mort. Voilà. Du coup, ils arrivent quand même, elle, à la propulser lui. Normalement, il ne survit pas, sauf que en fait, non. Il se retrouve plongé dans un deuxième phénomène intéressant, c'est le Tesseract. Alors, du coup, moi, j'avais déjà entendu parler dans Marvel ou un truc comme ça. En fait, je crois que c'est le Tesseract, dans Marvel. Mais je savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est un cube quadridimensionnel, en fait. C'est la 4e dimension sauf que dans le film, en fait, c'est pas vraiment une 4e dimension parce qu'il arrive à se déplacer dans le temps, en fait. À pouvoir observer, en fait. Ils sont séparés. Ils sont séparés, voilà. Et du coup, ça serait une 5e dimension, en fait, en quelque sorte. Mais le temps qu'il y a une dimension d'espace aussi, du coup. Parce qu'on peut se déplacer à la manière d'un couloir. À la manière d'un couloir, en fait, c'est là qu'il arrive à bouger. Et effectivement, il dit, la théorie, c'est qu'une humanité du futur, en fait, a placé ce Tesseract à cet endroit-là et le trou de verre auprès de Saturne aussi pour pouvoir, en fait, faire la boucle. Pour que tous puissent c'est clair, en une seule scène, en fait, qui regroupe tous les paradoxes possibles. C'est clair. Alors que, pour en revenir, le moment où il interagit avec sa fille dans le passé, vu qu'il n'a pas voyagé, encore une fois, je reviens sur cette notion de l'intention parce que c'est là, en fait, c'est le truc. Il n'a pas voyagé dans cette intention-là. Voilà, ce qui a motivé son voyage, ce n'est pas de modifier le passé, donc il n'entre pas dans le paradoxe du grand-père. Il se retrouve juste avec l'opportunité de modifier le passé, un passé qui se retrouve ultérieur à celui qu'il a quitté. Donc ça pourrait marcher. Mais il y a ce côté, mais par contre, pourquoi il est intéressant avec ce qu'il a, quoi. C'est ça le gros souci du film. C'est que t'as les humains du futur, a priori, qui ont créé ça, quoi. Mais il n'y a pas d'humain du futur si lui... Enfin, voilà, tu reviens toujours sur voilà, quoi. Ouais, après, il y a un côté qui correspond à ce que tu disais tout à l'heure, un peu comme dans l'armée des singes, en fait, il n'arrive à communiquer que des informations au final. Et ces informations-là vont permettre justement de résoudre à sa fille, de comprendre ce qu'elle a besoin par rapport aux théories. En fait, le voyage, à la base, il n'avait qu'une... c'est une histoire de poupée russe. C'est-à-dire qu'au début, ils disent, bon, on va essayer de coloniser notre planète. En fait, le plan, à la base, c'était simplement le plan B avec les jets disponibles. Et en fait, le troisième plan dans le plan, c'était avoir les informations pour confirmer la théorie de la gravitation dans le temps, en fait. Il n'y a pas l'histoire aussi de la 6e dimension, c'est l'amour ou un truc comme ça? C'est dans celui-là ou pas? Non, je crois qu'il parle de la 5e dimension dans le film. C'est l'amour qui lui a permis de... Il y a cet aspect-là, en fait, par l'autre personnage joué par Anna Hathaway, où j'ai oublié son nom dans le film, où elle dit, en fait, qu'en gros, à un moment, il choisit entre la planète de Matt Damon et celle où il y a son copain, cette nana.
Elle dit, moi, en fait, je pense qu'on devrait être à celle de mon copain, parce que je la sens bien, c'est le fait qu'on va se retrouver, en fait, et les deux autres, ils la regardent, ils disent, non, en fait, c'est bon, quoi. Si l'amour me dit qu'on y est, il n'y a rien d'objectif, machin, c'est que... Donc, il y a cet aspect-là, oui, effectivement. Après, je pense que le film est sur le concept de... ça se passe parce que ça doit se passer, une fois de plus, c'est le côté déterministe. Ouais, voilà, c'est ça, au début du film, elle discute avec un fantôme, en fait, au début on dit que c'est un fantôme, Ah oui, non, pardon, j'ai dit que le moment était ultérieur à son départ. Non, pas du tout, c'est déjà le début. Quand tu es là, il y a déjà l'histoire de la bibliothèque, t'as les livres qui tombent, où justement il trouve les coordonnées. C'est lui qui trouve lui-même le message, en fait, c'est lui qui décode, en fait. Il décode le message, c'est les coordonnées. Il essaye d'empêcher ça, en fait. Il essaye d'empêcher son départ, en fait. Il n'y arrive pas. Puis après, il dit, ouais, regarde, il a dit reste, machin, avant qu'il parte. Il dit reste, machin, chose. Il dit non, je reste pas. Je regarde dans le côté où il échoue à modifier le passé, donc ça marche très bien. Oui. Non, c'est tout était écrit en fait, et du coup, ouais, ça explique quoi qu'il arrive, il devait réussir, et effectivement, plus tard, les humains qui créent ça. Il y a juste un aspect qui m'a pas dérangé, parce que je trouve ça chouette, pour mon côté un petit peu romantique, mais en gros, c'est comment déjà, il arrive à sortir du Tesseract, il se retrouve parachuté au bout de la timeline, c'est-à-dire que le temps qu'il a passé en gros à faire vivre ses aventures dans l'espace, c'est-à-dire les années que ça a pris réellement du point de vue de la Terre, il arrive à ce moment-là, il retrouve sa fille encore une fois, qui est expliqué par le fait qu'ils sont dans une zone de gravité extrême, et que du coup le temps passe... Non, c'est-à-dire que de cette zone-là, il a accès à tous les points du temps en fait et de l'espace. Oui, même sans ça en fait, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. En gros, il perd conscience, il se réveille, et il est dans les sommets. Ouais, alors qu'il est dans une autre galaxie, je sais pas combien de milliards. Depuis son Saturne. Il y a beaucoup de théories sur ça où il y en a qui pensent que, en fait, il est mort. C'est juste, tu sais, ces dernières images qu'il voit avant de crever. C'est qu'il s'imagine avec sa fille, et ils en parlent tout le long du film, enfin pas tout le long, mais 2-3 fois c'est évoqué. À l'instant, il y a Matt Damon quand tu lui pètes le casque, et il dit, vous voyez votre fille alors, vous voyez vos enfants là, c'est quoi vos dernières pensées avant de mourir, enfin, t'as beaucoup ça qui revient. Et donc, il y en a qui partent de la théorie que, je suis pas convaincu non plus, parce que justement, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça perdrait tout intérêt. Voilà, déjà, ça perd l'intérêt, en plus, comment du coup t'expliques les livres qui tombent, les coordonnées, machin. Oui, tu vois, autant dans Inception, le côté où le mec il est enfermé dans une... Avec la toupie et tout, effectivement, ça marche. Autant dans Interstellar, je trouve que ça marche beaucoup. Moi aussi. Il n'y a pas trop d'intérêt à... Mais bon, voilà, t'as des théories qui vont dans ce genre-là. Donc bon, pourquoi pas, moi j'y crois pas. Mais en plus, à la fin, il prend quand même une vraie navette, quand même. En tout cas, il s'imagine prendre une vraie navette et rejoindre la meuf Amelia Brand. Pour la sauver, effectivement, ouais. Et elle qui a réussi du coup à fonder une colonie, et sans son casque. Elle a fait le plan B, Non, ce film, voilà. Non, Matt Damon est sur une planète glacée, il n'est pas sur Mars. Ouais. Donc voilà, Interstellar, pareil, c'est à voir si vous l'avez pas vu, et j'espère qu'on ne l'a pas gâché. Mais c'est vrai, c'est effectivement un peu de triche. Mais bon, enfin, pas vraiment, parce qu'il y a une technologie qui a été créée. Mais c'est un des films les plus aboutis qui tentent de respecter le plus les théories. Il y a de la cohérence. Ça reste cohérent globalement. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bluff aussi, quand même. Enfin, tu vois qu'il y a beaucoup de... Ouais, j'ai fait style, j'ai compris ça, mais en fait, je suis pas sûr, mais j'y vais tellement franco que les gens vont se dire, si, il s'est renseigné, il a vu Stephen Hawking. S'il y en a qui aiment bien ce film et qui veulent un peu creuser la question, il y avait assez plus que de la SF, qui avait fait un numéro spécial Interstellar avec un astrophysicien ou je sais plus qui, quelqu'un qui maîtrise beaucoup mieux que nous les concepts et tout ça. C'est pas dit. Et c'était un chouette numéro, j'aurais dû l'écouter, mais je l'ai pas fait. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Mais du coup, chouette épisode pour ceux qui aiment bien le podcast, qui aiment Interstellar, voilà. Un petit détour par Tenet parce que la machine est intéressante. Oui, Tenet, allez. Du coup, je l'ai vu pour juste parenthèse, je l'ai vu pour l'épisode, et franchement, je regrette pareil de ne pas l'avoir vu au cinéma. Et avant de commencer, tu l'avais aussi, Jérémy, ça? Je l'ai vu il y a l'année dernière. J'ai une question avant que tu présentes le film. Pourquoi tous les gens disent qu'ils avaient rien compris à ce film? Ouais.
Parce que, en fait, non, si je pense que les gens essaient de comprendre plus que ce qu'il y avait. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on dit. Je suis resté, voilà, au bout d'une heure et demie dessus, je fais, bon, c'est là que normalement mon cerveau, je vais avoir du mal à pas comprendre. Mais c'est ça, mais parce que Christopher Nolan, t'es habitué à ce qu'à la fin, il y a un truc où tu te dis, ah, attends, ça remet en perspective tout ce que je viens de voir. Et là, en fait, pas trop. Non, totalement, enfin. Tu as des mecs qui font du moonwalk, tu dis, bon, bah, ok, tu passes à une machine qui les fait marcher à l'envers. Ouais, moi, je comprends le truc à peu près des 5-10 premières minutes, quoi. Enfin, Oui, non, ça c'est clair. Je trouve que c'est un des films les plus accessibles, en fait. Ouais, justement, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est décevant. En fait, c'est la théorie du film est pas complexe, mais c'est contre-intuitif au possible, et c'est ça, je pense, qui nique le cerveau. Genre, moi, perso, c'est ça, moi. C'est ça qui m'a niqué, c'est que je me dis, mais c'est pas logique. Enfin, tu vois, c'est... Non. Alors, pour le coup, effectivement, ce film, ça franchit toute logique. Voilà, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Tu vois, tu dis... Il y a les concepts what the fuck derrière. Alors, là où le film fait avancer la science, c'est qu'il permet de confirmer la théorie sur laquelle Christopher Nolan écrit des films juste pour filmer des scènes un peu stylées. Ça serait pas trop cool qu'il y ait des mecs qui marchent à l'envers et tirent des balles qui reviennent le pistolet. Ouais, bah, vas-y, on fait ça. C'est quoi l'histoire? Attends, on inverse l'entropie. Ça existe, ça? Non. C'est génial. Il fait ça juste pour avoir des scènes où les réactions entre les plans d'espace, des répercussions les uns sur les autres, quoi. Donc, ouais, le principe de Tenet, la machine, c'est un tourniquet. En fait, quand tu rentres dans une porte, la porte rouge, le temps s'écoule dans le sens normal. Et si tu rentres dans la porte bleue, le temps s'écoule dans le sens inverse. Donc toi, tu le vis comme un truc toi, tu le vis comme si c'était le temps normal, sauf que tu peux pas respirer. Je crois qu'ils sont obligés de porter des masques. Ouais, c'est ça. C'est ça, il me semble aussi. Et du coup, par contre, les gens qui te croisent dans la rue, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait, il marche à l'envers. Et donc, tu peux aussi inverser des objets. Par exemple, c'est-à-dire que si jamais tu tires une balle sur quelqu'un, la personne, de son point de vue, quand elle est toi, t'es passé par la porte bleue, elle est dans le temps normal. Elle, ce qu'elle voit, c'est qu'il y a une balle dans un mur, et la balle revient vers le pistolet. Ouais. Et accessoirement, passant à travers elle. Si jamais t'as bien l'idée. Ouais, que dire de plus? Je trouvais que l'idée était stylée. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Effectivement, ça te baisse le cerveau dans certaines scènes parce que tu te dis, attends, ils sont dans quel sens, là, déjà? Parce que, il y a un moment donné, en fait, t'abandonnes, t'es là, tu te dis, en fait, c'est ça, je trouve que du bon, donc, c'est pour la fin, le film est pas compliqué à suivre, c'est juste que tu dis, ouais, mais là, j'ai pas envie. Parce qu'il y a ce côté, en fait, il y a quand même ce côté où t'as envie d'être challengé, tu vois, il y a ce côté où tu te dis, j'ai envie d'essayer d'anticiper ce qui va se passer, d'essayer de deviner, là, il va me piéger, etc. Et en fait, il n'y a pas ça. À aucun moment, tu te retrouves avec un moment où tu te dis, ah, j'avais bien senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Non, le film, il se passe naturellement. C'est juste une fois que tu sais que, bah, il y a dans un sens, tu vas, porte rouge, tu vas dans le sens normal, porte bleue, tu vas dans le sens inverse. Et t'expliques ça après un quart d'heure de film. Pour le coup, dès la première scène, tu fais, en gros, il t'explique, en plus, le film est très pédagogique, hein. Il t'explique tout de A à Z, comme il faut. Il te dit, moi, j'ai rencontré un mec qui passait dans un sens, moi dans l'autre. Je dis, en fait, c'était la même personne. Donc, tu sais déjà, dès le début du film, qui c'est cette personne-là. Ouais, alors, sauf que, ouais, non, en fait. Enfin, tu sais pas exactement lequel, mais. Ouais, mais puis c'est vrai qu'à partir du moment où tu pars dans le sens, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te recroiser, tu peux t'arrêter en milieu, tu peux revenir ouais, y a pas vraiment de. Mais par contre, je trouve que le film fonctionne super. Moi, j'ai passé un super moment. C'est un beau spectacle, c'est assez sympa à voir. Les scènes de gunfight, etc., les scènes de poursuite, etc. C'est un peu relou. J'ai trouvé ça un petit peu long quelquefois, certaines scènes, où j'aime pas trop, en fait, des trucs qui se basent uniquement sur les effets visuels. Voilà, j'aime bien avoir. Il y a moins d'émotions que dans Interstellar aussi. Oui, complètement. Ce qui est cool, c'est que, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Devo contre, le procès de Devo contre les Stones. En gros, Devo, c'est un groupe qui tire son nom de Dévolution, et, qui avait repris, Satisfaction des Stones. Et donc, les Stones ont dit, bon, bah, écoute, gros, attends, tu fous de la gueule, c'est notre chanson, c'est les Stones, Satisfaction, c'est nous. Puis il fait, non, mais nous, on s'appelle Devo parce que notre philosophie, c'est que le temps s'écoule dans le sens inverse. Donc, pour nous, bah, la version de Satisfaction la plus récente, bah, c'est la plus ancienne. Et ça a marché, ils ont gagné leur procès. C'est ça qui me donne. En gros, c'était, bah oui, voilà, artistiquement, ça se plaide. Allez-y les gars, faites ce que vous voulez, vous comprenez ce que vous voulez, c'est les vôtres maintenant. Et mais là où c'est dangereux, c'est que tu dis, bah attends, le mec est un peu vicieux, il se dit, bah du coup les Stones,
S'il te plaît, pour tout l'argent que t'as gagné avec Satisfaction, peut-être que c'est un peu non, vu que c'est notre chanson. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça vous l'apporte. Il y a comment ça s'appelle? L'histoire jurisprudence, quoi. Avec la vieille avec son micro qui avait gagné, parce qu'il n'avait pas marqué. Il n'est pas mettre son chat. Ah oui, c'est vrai. C'est comme tous les tournevis sur lesquels c'est marqué qu'il ne faut pas les insérer dans son pénis. Et tu te dis qu'il y a dû y avoir des procès terribles. Cruciforme ou plat? J'ai remarqué qu'il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé. Qui est, on est d'accord que Tenet, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Non. Non, à part sa fille Agla, qui est plutôt cohérent avec lui-même. Moi, j'ai bien aimé l'acteur principal. J'ai beaucoup aimé la grande blonde aussi. Ça m'a pas marqué. Ouais. Moi, par contre, non, ils ont réintroduit à mes yeux. Ah putain, comment il s'appelle cet acteur? Celui qui est dans les Harry Potter, les Twilight et tout, là, j'ai plus son nom en tête. Ah, Patterson. Ouais. Robert Patterson. C'est ça, Robert Patterson. Pattinson. Vraiment, il n'y a pas une meuf qui. Ouais. Non, c'est bon, ça y est, on l'a, Robert Pattinson. Pattinson. Ouais, Bâtissant. Ils l'ont réintroduit à mes yeux, parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce film. Tu vois le Cronenberg, il est vachement. Ah ouais. Du fils Cronenberg ou non, du père. Du père. Ok. Et mais ouais, voilà. Depuis, je l'aime bien cet acteur. Ouais, non, il joue bien. Jusqu'à présent, c'était moyen, mais. C'était un débutant, il a joué dans Twilight. Ouais, il a fait sa carrière. Après, bon, ouais, même dans Harry Potter, il n'est pas convaincu plus que ça. Enfin bref, les quelques trucs où je l'ai vu. DiCaprio, on a tous détesté, on s'en rend compte que c'est un grand acteur. Ouais. Oui, pareil, DiCaprio, pareil, hein. Oui, Scorsese, Spielberg, on donne beaucoup de crédit, Tarantino, évidemment. Ouais, il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, justement, c'est les films qui exploitent le multivers. Oui, parce qu'on l'a vu tout de suite, le multivers, c'est nul. Ouais, c'est claqué. Alors, ça dépend. Ça sera l'objet de mon taille. Non. Le multivers, ça peut être bien, genre dans Rick and Morty. Oui, c'est bien maîtrisé dans Rick and Morty. Parce que dans Rick and Morty, ils arrivent à en faire un vrai device de maîtrisé. À partir de la saison 2 de Rick and Morty, Rick et Morty, ils vivent dans un univers qui est pas le leur, avec une famille qui est pas la leur, avec voilà, et c'est incroyable en fait émotionnellement ce que ça sert au drame et tout ça. Voilà. Là, c'est bien utilisé. C'est pas le Marvel, le MCU à la con hein, qui. Quand c'est pour dire Spider-Man dans cet univers-là, c'est un cochon. J'ai adoré Into the Spider-Verse. J'ai trouvé que le film était génial. Mais c'est clairement pas le côté multivers. Enfin, c'est pas ça qui m'a séduit, quoi. Le côté, en fait, à partir du moment où tout est possible. Oui, mais c'est mort. Tu peux les faire mourir 1000 fois, tu perds un impact émotionnel, enfin, en tout. Complètement. Et c'est là que je trouve que Rick and Morty sont super bien sortis, c'est que t'arrives à garder ce côté dark, alors que, t'as un univers qui est remplaçable, quoi. J'aurais un autre exemple. Ouais, vas-y. Non, ça sera dans. Ah, c'est d'accord. Ok. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, et qui a été beaucoup demandé, j'ai juste jeté un œil sur le chat. Il y a plein de questions, on va y répondre dans quelques minutes. Même juste avant, il y a un truc dont on n'a pas parlé, et qui a été demandé par plein de personnes. C'est Code Quantum. Oui, je l'ai noté. Je voulais évoquer Code Quantum, mais je l'ai pas fait parce que je savais qu'il y aurait des réactions. Ouais, pareil, je l'ai noté aussi, le problème, en fait, de cette série, c'est que, on comprend pas comment ça marche. Je veux dire, ils rentrent dans la tête des gens, ils changent leur truc, mais on sait pas s'il vient du futur, s'il vient du passé, on sait pas. Lui, il vient dans le futur. Ouais, c'est forcément le futur. Lui, il vient du futur. D'accord. Et du coup, il est fixé même dans le temps, c'est-à-dire je crois il peut pas aller avant la date de naissance de, je sais plus si c'est la sienne ou celle, enfin bref, il y a une date en fait. Ouais, il y a une contrainte. Il y a une contrainte temporelle où c'est forcément entre sa date de naissance, je sais plus qui, et la sienne, je crois, et le futur où ils sont en fait, enfin lui il se retransportait quoi. Quand il y a l'hologramme de, alors je me rappelle plus, je me rappelle le nom de l'acteur, mais Al, voilà. Joué par Dean Stockwell, voilà, du coup, lui, il se projette du futur dans le monde, la timeline de. Lui, il est dans son temps. Lui, il reste dans son temps à lui. Et il peut pas l'expliquer comment elle marche la machine. Mais en fait, c'est la machine, c'est lui qui l'a conçue, en fait. Je vais dire Scott Bakula. Mais il peut pas nous l'expliquer à nous. Il y a certains épisodes où il le dit de manière un petit peu. Il y a même un épisode où il arrive à retourner dans sa propre timeline.
Ouais. C'est ultra triste. Et quand je sais plus, il y a sa sœur ou je sais plus quoi, il joue la guitare et tout, et puis après il repart, et puis c'est en mode, il n'a jamais retrouvé le chemin de chez lui. Non, mais la fin, elle est Ouais, c'est c'est l'anticlimax du monde. Ouais. C'est, en fait, non. Il a erré dans le temps jusqu'à la fin des temps. Non, la fin, elle est absolument c'est déprimant. Déprimante, ouais, absolument. Mais après, bon, Réussi, mais déprimante. Sur le principe de la timeline dynamique, quoi. Il a eu encore de quelqu'un, il faut qu'il évite, qu'il répare les erreurs, sinon ça change le futur, les événements. Et à un moment donné, il était dans un trisomie. Ouais, un peu comme Il a été même un chimpanzé dans un épisode. Ouais. Et je me souviens plus comment ça se passait dans ces épisodes-là. Est-ce qu'il avait toutes ses facultés ou pas? Lui, oui. Mais du coup, comment ça se passait? Sauf un épisode, il me semble. C'est pour ça qu'on voyait ça dans le générique, et je me disais, mais... Il y avait un épisode où ouais, effectivement, il était un trisomique, mais les gens le voyaient comme un trisomique, mais lui, il était lui-même. Mais il y avait un épisode de mémoire. Pour la famille et tout, il dit, bon, en fait, il progresse. Il regarde. Non, c'est vrai. C'est terrible. Mais il y avait un épisode, par contre, où il me semble, il était dans un asile psychiatrique et où il est fou dedans. Par contre. D'accord. Il y avait un truc comme ça qui... C'est intéressant parce que du coup on sait un petit peu si la chimie du corps qu'il habite l'affecte ou pas, ou si c'est juste un esprit errant dans une... Ouais. Moi, la question que je toujours posée, la question que j'ai toujours posée, c'est que quand est-ce que nous, on le voyait en tant que mec pour l'identifier par rapport au contexte où il est, ou est-ce que lui, par exemple, je sais pas, si c'était une meuf, tu vois, est-ce qu'il voit les boobs, tu vois? Ouais, les boobs, quand il est trisomique, il se regarde dans le miroir, il se voit en trisomique. Ah oui, mais se regarder dans le miroir, c'est pas la même chose. Moi, c'est vraiment autre chose, c'est il regarde son corps. Est-ce qu'il voit son corps à lui, ou est-ce qu'il voit, tu vois, le corps de la nouvelle personne? Non, il voit le corps de la nouvelle personne. D'accord, ok. Ça, c'est une question que j'ai toujours posée, que vous avez répondu. Et là, tu dis, j'avais raison. Mes espoirs.